France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. Nous sommes vendredi, nous sommes le 3 mars. Ravi de vous retrouver avec jusque 18h30 évidemment votre émission quotidienne. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont 2 et 3 même, puisqu'on a un invité que l'on va vous présenter dans un instant en rapport avec les élections présidentielles. Ça tombe bien, on est à J-50 maintenant du premier tour de cette élection présidentielle, une campagne assez inédite qui s'offre à nous aujourd'hui. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans le zapping. La baronne Bouchra, Tarek Mami pour m'accompagner et notre invité qu'on va vous présenter dans un instant. Mais pour l'heure, c'est le coup de cœur musical, histoire de commencer. Et c'est la sortie d'un nouveau clip pour notre ami Kerry James. Ça s'appelle La rue, ça fait mal, écoutez. Kerry James, c'est le nouveau clip qui est sorti tout juste hier, tout simplement. La rue, ça fait mal sur France Maghreb 2. Dans un instant, juste après la pub, on accueille notre invité. On va vous le présenter, bien sûr, le zapping avec plein de bonnes choses. Et puis on va aussi entendre un grand monsieur du foot, puisque le foot français aujourd'hui est orphelin avec la disparition à l'âge de 85 ans d'un grand monsieur qui a été Ballon d'Or, qui est passé par notamment, et on salue d'ailleurs nos auditeurs de Reims, qui a fait ses heures de gloire à Reims, mais aussi au Real Madrid. Et pour en parler, celui qui l'a évidemment bien connu, Juste Fontaine, à qui on a passé un coup de téléphone tout à l'heure. Midi, jusqu'à midi, je sais pas combien de personnes ont téléphoné, mais on a pu aller au marché pour pour savoir ce qu'on allait manger à midi. Alors heureusement ma femme avait gardé un cassoulet là. Et sinon j'aurais même pas pu acheter des trucs parce que j'étais toutes les 5 minutes j'avais quelqu'un. Vous l'avez bien connu? Oui, vraiment, j'ai surtout joué avec lui longtemps. Quel souvenir gardez-vous de lui? Eh ben, un homme de caractère. Et puis, le problème, c'est qu'il a eu un enfant qui est mort d'un lymphome, exactement ce qu'il a eu lui aussi. Et je me souviens être allé contacter un guérisseur là, qui était bon à Toulouse et ça n'avait pas pu le guérir, quoi. Son gosse est mort d'un lymphome aussi. Et quel est le meilleur souvenir que vous gardez de Raymond Kopa? Mon copain, c'est les titres qu'on a eu, bien sûr. Mais lui, il est parti au Real Madrid et il a gagné 2 ou 3 coupes des clubs champions. Là. Ballon d'Or? Il a été Ballon d'Or en 58. Et moi, malheureusement, pour le soulier d'or, ils ont commencé en 62. Alors que j'avais fait mes prouesses là, de 13 buts à la Coupe du Monde en 6 matchs. Pas été récompensé. Sauf... en 2014, là, j'étais au Brésil. Il y avait assemblée générale de tous les clubs, quoi, du monde. Et puis, le secrétaire, il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait un soulier d'or et puis un soulier de platine. Alors, le soulier de platine, c'est plus léger et plus cher que l'or. Hein. Le premier, c'est que il y a le premier buteur de 70, Gary Lineker en anglais, qui maintenant fait des émissions pour les matchs du jour, les matchs de la semaine, enfin, en Angleterre. Il m'a fait une interview là, en 98 ou 97, quoi, juste avant la Coupe du Monde 98. Et puis il m'a amené. Il s'est dit, moi, avec 4 buts, j'ai remporté le trophée du soulier d'or, parce qu'à ce moment-là, il avait été fait en 62 et après, quoi. Et alors, il m'a dit, moi, j'ai marqué que 4 ou 6 buts, je crois. Et vous, 13 buts, et il s'est dit, et lui, avec 13 buts, il l'a pas, alors il a demandé à Adidas, et j'ai eu un soulier d'or, voilà. Et le deuxième, le soulier de platine, c'est pour... dire que le record, c'est avec un soulier de platine qu'on le fait, voilà. Merci Monsieur Juste Fontaine, en tout cas, de nous avoir donné votre réaction suite à la disparition, effectivement, d'une icône de football. C'était un frère pour moi. Ouais. Le football français est orphelin aujourd'hui. Pour la Coupe du Monde, j'étais dans la même chambre. Alors on a eu le temps d'affiner nos passes et nos réceptions de passes et notre démarquage, etc. Ça s'est très très bien passé. Merci beaucoup Monsieur Fontaine, à très bientôt. Merci à vous.
Un grand monsieur du foot qui parle d'un autre monsieur qui nous a quitté donc aujourd'hui. C'était Juste Fontaine qui réagissait à la disparition de Remo Coppa à l'âge de 85 ans ce matin. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. La baronne Bouchra, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Bouchra? Ça va et toi? Et nous allons également saluer, alors vous voyez, je ne sais pas d'ailleurs si à votre âge, Tarek, à 21 ans, vous aviez une ambition de devenir président de la République. Bah, j'en avais une autre ambition que je suis en train de réaliser, c'est être un grand journaliste. Alhamdoulilah. En tout cas, il s'appelle Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Sois le bienvenu. Merci. Donc tu entends essayer de devenir un futur président à l'âge de 21 ans, mais pourquoi devenir président à un si jeune âge? On a d'autres rêves à 21 ans, non? Sûrement. Je n'ai pas la prétention de vouloir à 21 ans être président de la République. C'est vrai que je suis en campagne. Maintenant, voilà, j'essaye de montrer aux jeunes de ma génération qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se saisir de la chose publique et tout simplement, voilà, d'aller sur le terrain, de se bouger, de proposer clairement de vraies propositions, de vraies solutions pour essayer de remettre un petit peu les choses en ordre. Eh bien, on va essayer de voir ça au cours de cette émission. Donc, juste pour éclaircir les choses, donc t'as commencé ta campagne en 2015. C'est ça, en février 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé puisqu'il y a un problème au niveau des parrainages là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que fin 2015, effectivement, j'apprends que je suis condamné à 3 ans d'inéligibilité par le Conseil constitutionnel. Et donc, il s'avère que l'excuse qu'on me donne, ou plutôt le motif, c'est que je n'aurais pas déposé mes comptes de campagne aux dernières élections législatives partielles du Doubs. Ouais. Ce qui est totalement faux, hein. J'avais présenté plus d'une centaine de candidatures indépendantes aux différentes élections auparavant. Et donc je sais comment on gère les comptes de campagne. Et bizarrement, il n'y a eu aucun problème avec toutes les candidatures. Et sur la mienne, sur ma candidature personnelle, je n'aurais pas déposé mes comptes. Donc la commission par la suite a reconnu cette erreur. Et le Conseil constitutionnel m'a dit, article 62 de la Constitution, vous ne pouvez pas faire appel d'une décision du Conseil. Donc j'ai bien évidemment saisi en fait les autorités judiciaires européennes qui devront trancher justement sur ce dossier. D'accord. Et cet article 62 ne permet pas ce qu'on appelle en droit un recours gracieux, c'est-à-dire que vous demandez de bien vouloir rectifier sans dire vous avez fauté. Alors non, justement, si vous voulez, de manière générale, le Conseil constitutionnel peut, sur demande de son président, réouvrir mon dossier et faire sauter la sanction. À aucun moment j'ai dit au Conseil constitutionnel vous avez fauté. C'est la commission qui a saisi le Conseil sur la base d'un faux motif, et donc le problème vient de la commission. Le Conseil constitutionnel a eu la preuve, le papier officiel de la commission disant effectivement on a fait une erreur. Ce monsieur avait bien déposé son compte de campagne. Et donc, le Conseil constitutionnel ne veut pas. Mais si vous voulez, il y a tout un contexte. Mais c'était aussi dans la période intermédiaire entre la sortie de l'ancien président et l'arrivée du nouveau. Donc, il n'y a pas de chef en quelque sorte. J'ai quand même ressaisi Monsieur Fabius. Et d'ailleurs, je peux le dire, c'était assez original. Je l'ai saisi du haut d'une grue à Saint-Tropez où j'étais en grève de la faim et de la soif. Oui, Ah oui. donc voilà. Et donc, il m'a entendu quand même. Et bon, à part avoir eu la petite visite de plus d'une 50aine d'agents de tous bords, BRI, GIPN, etc. J'ai pas eu grand chose, mais il s'avère que voilà, il est au courant, il pourrait faire sauter cette sanction, et donc là c'est un petit peu ridicule. Et je pense que le contexte, déjà à ce moment-là, de la campagne qui allait s'ouvrir, les a poussés à éviter toutes les candidatures indépendantes et à les bloquer au maximum. Preuve en est faite lorsque on a modifié peu de temps après, avec le vote de seulement 11 députés, les règles d'accession en fait aux candidatures à la présidence de la République. Ouais. Et vous n'avez pas fait partie de cette dernière conférence de presse dans laquelle plusieurs petits, entre guillemets, candidats se sont réunis, dont M. Cheminade et d'autres, pour contester cette façon de faire aujourd'hui parce qu'il y a 2 choses qui ont changé. La première, principalement, c'est qu'avant, les parrainages étaient anonymes et publiés, triés au hasard du panier, et que maintenant, dans un geste quelque part d'intimidation, à la base peut-être contre le Front National, mais le Front National aujourd'hui est le premier parti de France, on fait publier 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste de tous ceux qui ont donc parrainé quelqu'un, avec leur nom et leur qualité, et ça c'est la première grosse réforme. Et la deuxième, c'est qu'ils ont rajouté des bases juridiques qui rendent plus difficile de candidater, parce qu'avant c'était le candidat qui allait chercher en quelque sorte le papier signé par un maire, voilà. Donc le candidat prend ses responsabilités, alors que là on dit non, c'est le maire qui doit envoyer tout ça, et on sait que beaucoup de maires ne pourront pas humainement
faire ses parrainages, alors que quand quelqu'un est dans son bureau, ne serait-ce que pour faire plaisir à un jeune, il donnerait ce document. Et bien sûr, on se rend compte que tout ça évolue de manière générale. Même moi, je remarque des revirements d'élus qui, de base, m'ont soutenu et qui, officiellement, maintenant que leur nom est diffusé, on se rend compte qu'ils retournent un peu leur veste. Et quitte à dénoncer les choses, autant le dire clairement. Je pense notamment à quelqu'un qui est d'ailleurs un très très bon ami, Monsieur Riclin, qui est maire de Haveluy dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est quelqu'un qui, effectivement, m'avait assuré du fait qu'avant de signer son parrainage définitif, il prendrait le temps de m'appeler, de convoquer son conseil municipal, ce qu'il n'a pas fait. Et donc c'est dommage parce qu'aujourd'hui on soutient des candidats qui sont là et qui malheureusement ont participé à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais au-delà d'essayer de se présenter, bon, tu sais très bien que tu seras jamais élu pour l'instant, Ismaël. Et là, tu commences aujourd'hui, vous comptez oui. Pour arriver ça à fait 60 une petite marge. Pour arriver à 60 ans, il reste 40. Vous prenez 40, vous divisez par 5. Ça fait quoi là 40 divisé par 5. Ça fait 10. Ça fait 10. Il y a 10 candidats. Ou ça fait 8. Ça fait 8, pardon. Ouais, t'as vu. Et donc, c'est bien. Non, c'était pour voir s'il suivait, s'il était bon en maths. donc il y a 8 candidatures encore à faire. Et d'ici là, il apprendra le métier. Oui. Non, mais au-delà donc de évidemment d'être bien conscient que tu ne seras pas élu, mais c'est d'essayer de te faire passer un message, un programme, essayer d'inspirer peut-être quelques gros candidats ou essayer de faire comprendre aussi à cette jeunesse qu'elle doit se sensibiliser et qu'elle a aussi des choses à dire et à faire savoir dans cette campagne. Clairement, il y a un petit peu de tout ça. C'est de montrer que si un jeune de 21 ans arrive à aller au bout des choses, à présenter sa candidature, que ce soit à la présidentielle ou aux autres élections, c'est que n'importe quel citoyen normalement constitué peut lui aussi se soumettre au suffrage de ses concitoyens. Et donc partant de là, voilà, c'est le but aussi, le second objectif, c'est à un moment donné d'interpeller nos élus et de leur faire comprendre si vous continuez sur ce chemin-là qui nous emmène droit dans le précipice, à un moment donné, on va se saisir nous-mêmes de la chose publique, on va vous foutre dehors, et puis tout simplement, on va régler nos comptes nous-mêmes. Très bien. Alors, on va aussi les auditeurs vont pouvoir te poser des questions. Tu vas aussi pouvoir réagir en fonction aussi de l'actualité autour de cette table. Donc, Ismaël, sois le bienvenu. Alors, ton nom, histoire de pas le décorcher. Boudjekada. Boudjekada. Voilà. Ismaël Boudjekada. Imaginez le président élu, Ismaël Boudjekada. Ça serait quand même une grosse avancée quand même en France, non? Bon. Allez, c'est parti pour le zapping. On va bien se marrer aussi. Et justement, c'est peu de le dire parce qu'on va... Quand un ministre s'appelle Monsieur Michel Poniatowski, ça choque personne? Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un peu dur à dire, c'est tout. Non, mais il faut faire du temps. Tarek Mami, par exemple, c'est facile à dire. Président, à l'heure des demain. Demain. Président Tarek. On va commencer ce zapping, avant de parler de politique, un petit peu d'humour. C'est un humoriste québécois, qui n'hésite pas à se moquer de la France. Son pays arabe préféré, écoutez. Je suis content d'être ici en France, j'adore ça ici, vous êtes mon pays arabe préféré. Non mais j'adore, moi ils m'ont donné le choix après le Québec de continuer ma carrière aux États-Unis ou en France, puis moi j'ai choisi la France. J'ai choisi la France. Parce que après le 11 septembre, ils ont commencé à maltraiter les Arabes aux États-Unis. Tandis que vous l'avez toujours fait. On sait à quoi s'attendre chez vous, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de surprise. Liberté, égalité, fraternité pour presque tous. Vive la France. Voilà, un petit peu d'humour. C'est comment C'est un humoriste québécois, j'ai pas retenu son nom. En tout cas, voilà, il a été invité hier sur C8 par Daphné Burki, qui visiblement essaie d'apporter un peu de son œuvre à cette télévision qu'on a bien besoin. Alors, il y a une blague dans ce sens, puisque vous êtes lâché sur les Arabes un vendredi après-midi, donc autant y aller. Alors, lors d'un sommet international, il y a 3 présidents, 4, 5, mais on a 3 qui étaient dans un coin. Et comme par hasard, il y a Obama, il y a Madame Merkel, et puis le président Hollande. Et il y a une espèce de vœu qu'on fait, et puis un voyant leur dit il n'y a pas de vœu, voilà, je veux vous écrire votre avenir. Et donc Obama lit le premier et il trouve avenir radieux pour les Américains dans les 30 ans qui viennent et tout ça. Après il y a donc Obama lit très vite quoi. Après il y a Merkel et elle lit vous avez bien fait de prendre 1 million d'immigrés, vous allez voir que à partir de dans 20 ans, eux et leurs enfants vous ramenez les prix Nobel à ce pays. Et puis il y a Hollande, il commence à lire et puis Obama lui dit mais tu sais pas lire, qu'est-ce qui se passe?
Et Hollande dit, c'est écrit apparemment en arabe. Très bien. L'avenir de la France. L'avenir de la France. Alors, politique dans ce zapping maintenant. Hier, François Fillon, en meeting à Nîmes, a tenté de relancer sa campagne. Écoutez plutôt. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeur s'est mise en marche. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Il est hors de question que soit fauché le vote des électeurs de la droite et du centre. Il est hors de question que soit muselée la voix de millions de Français qui veulent une véritable alternance. Il est hors de question que soit expulsé le projet du redressement national que je porte. Croyez-moi, ces attaques ne seraient pas aussi vives si notre programme était de l'eau tiède. François Fillon, hier, vous avez remarqué, il a dit la droite et le centre, sauf que le centre ne soutient plus, déjà. C'est ce que j'allais dire, cher Christophe, première réaction. À l'instant où il parlait à Nîmes, à 20h, donc 20h15, il avait déjà l'information, comme quoi le centre n'était plus dans la campagne. Ah oui, c'était mercredi après-midi. Oui, mais donc, à ce moment-là, il n'y a plus de centre. Bah oui. Deuxième chose, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai zappé, moi, sur plusieurs télévisions pour voir, donc, cette, comment dire. Ce meeting. Ce meeting. Il y a que 2 chaînes qui l'ont transmis. Lesquelles? BFM et LCI. Bon, et sur LCI, alors puisque vous l'avez cité et que l'information est l'information, vous avez en haut à gauche direct de Nîmes, ouais. À droite meeting Fillon et en bas un trait qui défile. Perquisition chez les Fillon cet après-midi. Ça veut dire que quand tu lis ça, t'entends même plus parce que là, c'est une façon, j'allais dire, courtoise de l'assassiner définitivement. Et lui, il pouvait pas savoir qu'il y a ça. Et deuxième chose, alors il fait comme Sarkozy, il contrôle maintenant la transmission des meetings. Et avant, quand c'était les caméras des télévisions qui filmaient, elles filment un peu le candidat, beaucoup la salle pour voir le nombre de places. Maintenant, tu as juste le candidat qui parle tout seul. Et à la fin, tu as un petit coin en image serrée. Et on ne sait pas s'il y a 3000 ou s'il y a 2000 ou s'il y a 10 000. Et on ne sait pas si la salle est vraiment pleine et on a pris une petite salle ou si c'est une grande salle qui est pleine. Et donc ça devient de la manipulation. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ces télévisions qui diffusent en direct acceptent cette règle au lieu de dire moi si c'est pas mes caméras qui filment. Et ça c'est Sarkozy qui l'a imposé dans ce pays. Maintenant pour moi en tant que directeur de radio, quand je vais quelque part, si j'ai pas les moyens de travailler librement, ben je travaille pas. Et si personne ne diffuse ces conférences, ces meetings en direct, ces hommes politiques changeront de comportement. Et le problème des hommes politiques en France, c'est qu'ils ont l'impression dans leur tête par éducation et depuis 50 ans qu'ils sont au-dessus de tout, au-dessus de loi, et c'est ce qui explique la situation de M. Fillon aujourd'hui. Ismaël, quel est ton regard, toi, par rapport à toute cette affaire Fillon, qui est un peu ubuesque quand même, de tout ce qui se passe depuis maintenant plus d'un mois? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui appellent justement au retrait de François Fillon, que ça vienne de son propre camp, je le comprends. Ils ont envie de sauver leur peau. Maintenant, moi, j'ai aucun intérêt à vouloir un autre candidat, puisque ça voudrait dire que je veux un candidat de droite, enfin un président de droite, et autant laisser la droite se ratatiner. Maintenant, en tant que citoyen qui resterait indépendant, bien évidemment, j'estime que ce type de personnage politique qui crie haut et fort qu'il est pour l'intégrité, que c'est le candidat qui a les deux pattes blanches, on se rend compte que ça tient pas trop. Et que effectivement Fillon, c'est l'exemple même, enfin c'est le profil type du personnage politique qu'on n'a plus envie de voir. Alors si vous permettez Christophe, en fait faut aller chercher sur internet la plus belle phrase de Monsieur Fillon, qui elle ne concerne pas le général de Gaulle, mais qui concerne le fait que les délinquants en France n'ont pas de sanctions fortes rapidement pour que ça serve de leçon. Et cette phrase, elle est terrible parce qu'il dit, quand je serai président, je ferai de manière à que chaque infraction, il y a une sanction immédiate et forte, et chaque délinquant est immédiatement sanctionné de manière à ce que le message de la fermeté de l'État existe. Donc, il y a tellement des phrases qu'il a dites qu'il devrait les lire tous les matins et dire qui a écrit ça, en quel siècle et ça s'adressait à qui. Et toi, Bouchra, alors, par rapport à cette affaire Fillon, par rapport à ce monsieur qui veut essayer de se maintenir coûte que coûte, alors que
On en est quand même à 66 démissions et pas des moindres, hein. Notamment Thierry Solaire, son porte-parole, donc il n'en a plus de porte-parole aujourd'hui. Son seul porte-parole, oui. Donc Thierry Solaire, à mon avis, il a aussi voulu se protéger pour pas être trop mouillé dans l'affaire, parce que lui aussi il a quelques ennuis. On peut raconter sa vie si on veut. Hein. Oui, voilà. Moi j'étais déçue déjà l'autre jour, je pensais vraiment qu'il allait se retirer. Bon là, mercredi. Mercredi, j'attendais ça avec impatience, j'étais toute oui. Mais là franchement, en fait, j'étais attentif à ce que Ismaël a dit quand il a dit que c'est vrai que pour le coup qui reste justement qui reste là en tant que candidat, parce que c'est vrai que d'avoir quelqu'un autrement, ça voudrait dire que justement qu'on se retrouve face à la donc du coup je suis un petit peu perturbée par ce que Ismaël a dit en même temps. Et je me dis en même temps, moi je voudrais que Fillon parte, enfin que Fillon ne se fasse plus partie. Moi, je vais être gentil avec lui, moi. Laissons les Français sanctionner. Je vais être gentil avec lui, avec Sarkozy et avec Valls. Ces trois-là se sont trompés et de continent. Et de logiciel. Et de siècle. Voilà. Et ils pensent qu'ils sont en Afrique dans les années 60, 70, où le mec qui accède au kursi, comme on dit en langue arabe, au fauteuil, ne bouge plus. Ils n'ont pas compris qu'ils sont dans une France avec Twitter, avec Facebook, avec l'Internet, et que toute phrase que vous dites aujourd'hui, voilà, je veux dire, pour être intelligent, aujourd'hui, quand vous parlez, ne pensez pas ce que vous dites, pensez à ce que cette phrase puisse se retourner contre vous dans un an ou dans 20 ans. Et donc essayez toujours de rester dans la ligne. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'honneur, et c'est ça ce qu'on appelle effectivement l'intégrité. Intègre un jour, intègre toujours, pas Fillon. Alors, suite de ces zappings, donc je disais, ils sont 66 donc à avoir claqué la porte de la campagne de François 68 Fillon. Si vous permettez. Comment 68. Oui, 68. Bon, ok, pas de problème, on n'est plus à 2 près maintenant. Mais le compteur, c'est comme le radioton, ça monte. Oui, c'est ça, ça monte. À l'image de Édouard Philippe, qui s'est expliqué au micro d'Europe 1 et qui est d'ailleurs maire du Havre, qu'on salue parce qu'on a de très bonnes relations avec lui. On l'écoute, il s'en est expliqué de son retrait. Nous ne nous retrouvions plus dans la tonalité, la tournure que prenait cette campagne, et que on a soutenu François Fillon. J'ai soutenu François Fillon après la primaire, parce que c'était le principe même de la primaire. Il se trouve simplement que depuis quelques jours, on a changé de tonalité, on est revenu sur des engagements qui avaient été pris, et je porte pas de jugement sur François Fillon, je le critique pas, je dis juste que moi j'ai besoin d'être en accord avec moi-même, et que je ne peux pas continuer à faire une campagne dans ces conditions. Il a pratiquement tout dit, Édouard Philippe, voilà, c'est clair. Être en accord avec sa conscience, il n'y a pas mieux. On dort bien le soir quand on est en accord avec sa conscience. Ouais. Alors, les appels du pied aussi envers Alain Juppé qui se sont multipliés à l'image. Il a été peut-être l'un des premiers, Georges Fenech. C'est un homme qui a travaillé un véritable projet d'alternance. Donc moi j'appelle solennellement tous les grands électeurs, qu'ils soient maires, conseillers départementaux, régionaux, métropolitains, les députés, les sénateurs, à adresser sans délai leur parrainage en faveur d'Alain Juppé. Voilà, l'appel est clair, net, précis, et il appelle tous les maires LR donc à adresser les parrainages à Alain Juppé. Faut-il rappeler qu'il a été le premier, dès le début de l'opération, qui a dit qu'il faut demander à monsieur Fillon de partir, et donc l'histoire qui marque bien les petites lignes, mais en gras et en rouge, retiendra que c'est monsieur Fenech qui est le premier, et s'est révolté contre son candidat. Alors, est-ce que, Tarek Mami, Alain Juppé, visiblement, depuis le début, d'ailleurs, on dit, en cas de problème, en cas de retrait de Fillon, c'est lui qui est légitime pour reprendre le flambeau, j'allais dire, puisqu'il est arrivé deuxième dans les primaires. C'est celui qui, pour la droite en tout cas, et en croire d'ailleurs un sondage qui est sorti ce matin, pourrait rassembler au-delà même de son camp et pourrait peut-être sauver ce qui reste à sauver et peut-être essayer de faire gagner son parti à la présidentielle. Alors, Alain Juppé est le plus légitime aujourd'hui. Alain Juppé a été condamné pour avoir détourné de l'argent, non pas à son profit, mais au profit de son parti, le RPR à l'époque, à un moment où il n'y avait pas de règles juridiques pour l'argent. Et il n'a jamais dénoncé celui qui lui a fait faire ça, c'est le président Chirac, et a assumé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, dans le jugement, dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, il a été écrit qu'à aucun moment, M. Juppé ne s'est enrichi et qu'il a détourné cet argent dans le cadre de la fonction politique. Donc, il est à la fois condamné, mais il a son honneur pour lui.
Par la suite, si vous voulez, aujourd'hui, il a eu une première exigence dès le premier jour, c'est-à-dire au jour de l'apparition du premier article sur l'affaire Pénélope Fillon, le mercredi, donc au mois de novembre, sur l'affaire Fillon dans le Canard enchaîné. Il a dit, je n'y vais pas, sauf si M. Fillon se retire, petit 1, et demande à ce que je le remplace, petit 2, puisque je suis celui qui est arrivé au deuxième rang. Dans ce jeu de, comment on va les appeler, cher Ismaël, dans ce jeu de dupes qu'est la classe politique, en fait c'est Sarkozy qui veut pas Juppé, parce qu'il a toujours la haine contre Juppé, fils de Chirac. Et donc vous voyez comment la complexité psychologique des uns et des autres aujourd'hui rend difficile la situation. Sarkozy a eu 2 phrases. La première, c'était pendant les élections régionales où il dit ni FN ni PS. Aujourd'hui, dans son bureau, il dit ni Juppé ni Fillon. Ouais. En clair, il ne veut pas que ce soit quelqu'un de droite qui gagne parce que lui, il a perdu. Alors, oui, vas-y Ismaël, avant qu'on accueille un auditeur pour avant la suite de ce zapping. Ça va être très rapide. Au lieu de soutenir les uns et les autres qui demandent soit le retrait, soit le maintien de Monsieur Fillon, moi je vais quand même parler de l'initiative de Monsieur Lelouch qui me paraît être la plus raisonnable. Si vraiment la droite républicaine veut changer de candidat, eh bien qu'on soutienne l'initiative de Monsieur Lelouch qui consiste à dire on reporte l'élection présidentielle. C'est un cas qui est prévu par la Constitution en cas d'empêchement d'un des candidats. Et il me paraît que si Monsieur Fillon est mis en examen, c'est un empêchement, et donc partant de là, le Conseil constitutionnel peut user de son pouvoir et reporter l'élection présidentielle pour rechoisir ce candidat. Sauf que c'est une double violation de la Constitution. Doit-on, dans l'intérêt d'un homme, léser l'intérêt de tous les hommes? C'est la première question juridique. Non, mais il n'y a pas d'empêcher. L'empêchement n'entre en jeu dans l'article 7. Je l'ai envoyé d'ailleurs à tous les amis hier qui me parlent, qui soutiennent cette thèse. Vous avez un article 7 qui définit qu'est-ce que c'est qu'un empêchement. Un empêchement, c'est la mort du candidat d'un est gagnant. Est-ce qu'on est dans cette situation? Non. Enfin, la mort politiquement peut-être. Non, mais la politique. Non, mais après, on rentre dans le détail de l'empêchement. Et l'empêchement va avoir lieu pour éventuellement reporter de quelques jours. C'est une fois que la liste des candidats est déjà publiée. Mais avant la publication, il n'y a pas en droit français une chose qui s'appelle empêchement. L'empêchement ne pourrait être qu'à partir du 17 mars de cette année. Même si je sais que vous connaissez très bien ce dossier, puisque vous êtes candidat et que vous avez dû éplucher. Le 17 mars, on aurait Monsieur Fillon et Monsieur Juppé qui ont tous deux dépassé le cap des 500 parrainages. Oui. Ils sont tous les deux candidats. Voilà, libre à celui qui ne veut pas retirer. Oui, libre à celui qui ne veut pas se présenter d'annoncer qu'il se retire. Par contre, la loi oblige à ce qu'on imprime les noms de tous ceux qui ont dépassé 500 et qui ne sont pas retirés avant. C'est pas la même chose, mais il n'y a pas d'empêchement. Alors, on va accueillir Samir qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Samir. Bonsoir à toi Christophe, au président de la radio, à Ismaël et à la jeune fille dont j'ai oublié le nom. Bouchra. La jeune fille, c'est une belle jeune fille d'ailleurs. Excuse-moi Bouchra. Voilà, bonsoir à tous. On fera une télévision pour que tout le monde puisse voir. Voilà, c'est ça. La web TV, la web radio. Oui, on t'écoute Samir. Alors ça va être court, moi en fait je me pose une question et j'aimerais bien avoir une réponse. Il paraît qu'on est sur le Facebook de la radio en direct. Ah bah très bien, on est sur Facebook en direct Samir, si tu veux voir un peu les têtes. Voilà. Ouais, si éventuellement vous aurez le droit de retirer votre qualificatif. Hein. Voilà. Ah vas-y Samir, pardon. Non, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a des batailles d'ego entre Juppé, Sarko, des gens qui s'aiment pas, qui s'apprécient pas et qui à un moment donné, voilà, les batailles d'ego, je suis d'accord. Mais au-delà des affaires de comment il s'appelle, de Fillon, est-ce que on peut pas à un moment donné s'extraire de tout ça, prendre une certaine distance, voir le battage médiatique qui est fait envers Fillon, parce que il y a au-delà de ce que peuvent supporter les Français en termes de transparence, d'affaires, c'est-à-dire que finalement on n'accepte plus aujourd'hui des mœurs qu'on acceptait finalement il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui finalement on est intransigeant avec ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être de gênant chez Fillon qui fasse que finalement il faut à tout prix le dégommer? Moi je me pose la question. Hier encore je disais que Fillon, bon, il avait écrit un livre sur l'islam, tout ça, que finalement voilà, moi je me réjouis qu'il soit écarté parce que après Valls, après Sarkozy, après Fillon, tous ceux qui à un moment donné aiment un petit peu jouer sur les questions identitaires, finalement ils sont écartés, c'est pas plus mal. Mais est-ce que Fillon n'a pas, est-ce que c'est son rapprochement avec la Russie? Est-ce que
Parce que Juppé, c'est la même bande. Juppé, il fait partie de la clique à Clinton, quelque part. C'est le mondialiste qui... Macron, c'est pareil. Il représente les banques et il représente en fait toute la même mouvance. Alors je me demande si finalement il y a de la place pour Macron et Juppé à la fois. Parce qu'on sait qu'il y a des électeurs de Juppé qui sont partis vers Macron. Mais est-ce qu'il y a de la place? Parce que voilà, il y a Le Pen en face, mais est-ce qu'il y a de la place pour un Macron et un Juppé qui finalement ont peut-être presque les mêmes électorats? Merci Samir pour votre question et votre... Si vous permettez peut-être 2 réactions, Ouais. voire 3, mais très courtes. Oui. La première est bien malin, c'est lui qui peut dire aujourd'hui qui sera au premier tour, au deuxième tour et qui gagne les élections, y compris en présence de Juppé et de Macron ensemble avec Madame Le Pen ou pas. Personne ne sait, parce que nous avons un électorat volatile. Deuxième chose, tout ce que dit Samir est partiellement vrai, et vous avez une procédure au Conseil d'État, puisqu'on parle aujourd'hui Conseil constitutionnel, Conseil d'État, vous pouvez mettre 10 arguments, et le Conseil d'État prend un des 10 arguments, donc il jette les 9 autres, et il dit, au vu de cet argument-là, je rejette la totalité, ou au vu de cet argument-là, je garde la procédure. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une impasse, et ce qui a changé fondamentalement dans la société française, c'est que il y avait une belle émission qui dit on ne nous dit pas tout ou ça va se savoir. C'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment où tout se sait, et en fait c'est la faute de Sarkozy quelque part. On y reviendra tout à l'heure sur la faute à Jospin. C'est la faute à Sarkozy qui a fait de cette pseudo-transparence quand on est président de la République, donc que tout le monde sait tout. Lui, c'était pour sa vie privée et pour sa femme. Et aujourd'hui, ce problème est devenu générique de la société française. Allez, pub, et on est ensemble avec vous. Vous allez pouvoir poser aussi des questions à Ismaël pour découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, hein, entre guillemets, ce qu'il entend proposer, parce que t'as un projet, t'as un programme. Quand même, 200 pages. 200 pages. Ah oui, t'as fait mieux que Macron. Macron, 30 pages hier. 30 pages hier, hein, simplement. Et 200 pages sur le site internet. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Il y a du boulot quand même. Ça travaille du côté de chez Ismaël. Boudjekada, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ouais, je l'ai bien dit. Waouh, super. Bah, tant que c'est pas judoka, ça va. Les Français vont accepter. C'est bien. Ça va se savoir. À tout de suite. Mais 350 parrainages, hein, c'est plutôt pas mal pour un début. En tout cas, il a un programme de 200 pages. Il y a un site internet d'ailleurs où on peut découvrir le programme, Ismaël? Alors oui, ismaelboudjekada.fr, et il y a par ailleurs sur Android une application mobile qui s'appelle pareil, Ismaël Boudjekada. Ah, il y a carrément l'application. Ah ouais. Ah, c'est jeune, c'est moderne. Ah ouais, ouais. Voilà l'avantage de la jeunesse. Voilà. Il est là dans le digital, il est là quoi, en avant. Alors, il n'a pas encore fait l'hologramme comme Mélenchon, mais ça viendra. Voilà, justement, on t'apprend. Alors, Bouchra, tu surveilles un petit peu les questions qui arrivent du côté de Facebook, puisque nos amis et auditeurs vont pouvoir questionner un petit peu ce jeune candidat qui est avec nous. Et la question qui est trouvée assez intéressante finalement, c'est de savoir si tu ne te présentais pas, pour qui tu voterais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Ismaël. Alors très honnêtement, en l'état actuel des choses, même si j'ai beaucoup critiqué sa personnalité, je pense que pour le projet, eh bien, j'aurais voté, peut-être que je voterai pour Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Mais est-ce que une personnalité ne fait pas l'homme? Est-ce qu'on peut dissocier un programme de la personnalité? C'est le cas de Fillon d'ailleurs. Bah, si vous voulez, moi je pars du principe qu'aujourd'hui... Bien près du micro, Ismaël, s'il te plaît. La personnalité, voilà. ça joue beaucoup. Maintenant, d'un autre côté, si on part du principe qu'on résume ce projet à la personnalité du candidat, je pense que ce serait une lourde erreur, parce que moi je pars du principe que la politique c'est un combat d'équipe et pas un combat individuel. Quand on est dans une démarche individualiste, c'est qu'on est carriériste. Non, mais la défense de la présidentielle dans la politique française et dans la bouche du général de Gaulle, c'est une rencontre entre un homme et le pays. Et son pays, bien évidemment. Et si la personnalité de l'homme ne donne pas de l'empathie, mais par exemple, parce qu'aujourd'hui, si on votait que sur les programmes, je suis sûr que beaucoup de gens voteraient différemment de leur vote effectif. Parce qu'on peut être de droite et tomber sur un programme de gauche ou de centre-gauche et trouver que ça correspond vraiment à ses vœux. C'est que les gens ne lisent pas. Non, ne votent pas selon les programmes, mais selon les accroches, et les accroches affectives. Mais Monsieur Mélenchon propose par exemple, et c'est très important, la convocation d'une assemblée constituante qui rédigerait une nouvelle constitution et ensuite il démissionnerait. Oui. Donc ça veut bien dire que sa personnalité, et lui-même le dit, je veux que les électeurs de France, que les citoyens mettent à la porte
tous les responsables politiques, y compris moi-même. Oui. Donc c'est le premier responsable politique qui nous dit moi-même il faut que je dégage. Oui. Alors je pense que c'est pas plus mal. Je veux pas critiquer Monsieur Mélenchon, mais je dirais la France est un vieux pays royaliste qui a une forme de gouvernance républicaine. Et cette idée de mettre en cause le chef n'existe pas encore. Elle existera dans une ou deux générations. Mais aujourd'hui, il y a de ce qu'on appelle le légitimisme, la légitimité, qui prend la majorité des gens. Pourquoi ? Parce qu'un père de famille, une mère de famille, dit je ne peux pas accepter cette idée, sinon à partir de 15 ans, mes enfants vont se comporter pareil, ils vont me dégager. Et donc, il y a tout un travail social à voir. Et aujourd'hui, effectivement, c'est votre droit de voter, bien sûr, pour M. Mélenchon. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. En échange ? En échange, la dernière fois c'était en Martinique. Oui. Non. Par le hasard du calendrier ou... J'ai appris qu'il passait et j'ai été mis en contact très rapidement avec ses équipes. On est en contact, mais avec de grands écarts depuis 2013. Donc j'ai pu le voir à plusieurs reprises, on a pu discuter de fond. Moi je regrette qu'avec lui on ne puisse pas discuter vraiment de fond. Voilà, maintenant, je vous y amène. Non, mais clairement, je l'ai toujours dit et je renie pas ma parole. Maintenant, moi, je trouve qu'il a le mérite d'emboîter le pas. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, par exemple, mes parents qui ont toujours voté PS, on est une famille de 10 enfants dans un village de 50 habitants. Je peux vous dire, quand on vote, ça fait juste 12%, juste ma famille. C'est pas mal, ça. Voilà, c'est vous qui décidez du président de la France, là-bas. C'est ça, c'est bon pour le maire, ça. Donc voilà, tout le monde a voté PS dans ma famille et aujourd'hui, tout le monde me dit, on va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc ma famille qui a été dans le PS il y a longtemps. Ouais, 30 ans. D'ailleurs, pourquoi il est parti du PS? Et c'est là-dessus que c'est intéressant, et je le défends pas, c'est juste qu'en 2005, il y a eu le vote de ce fameux traité, et ensuite, en 2006-2007, il y a eu un vote au congrès du Parti Socialiste, au congrès du PS, d'une motion, qui était la motion de Ségolène Royal, qui était majoritaire et qui n'avait rien à voir avec la branche de pensée de Jean-Luc Mélenchon. Donc, partant de là, il est resté 1 an, et au bout d'1 an, il est parti, proprement, mais au moins, il est resté en phase avec ses principes. On peut lui reprocher d'être resté. Moi, c'est ce que je lui reproche, d'être resté 3 ans. C'est toujours trop. Mais il a claqué la porte. Il est parti. Enfin, il revient de très loin. Aujourd'hui, il est au coude à coude avec le Parti Socialiste. C'est un beau pari. Maintenant, j'espère qu'après le dépôt des parrainages, Hamon va se retirer au profit de Mélenchon. Sinon, c'est la gauche qui est morte. Jamais de la vie, malheureusement. On vous mettra. Il l'a encore dit ce matin d'ailleurs chez le confrère de. On vous mettra en contact avec une personne très proche de Monsieur Mélenchon. Alors d'autres questions, tu les gardes pour que vous puissiez donc continuer ce langage, parce que moi je pense que les hommes politiques devraient faire ce que Monsieur Mélenchon a fait avec vous, même s'il vous a écouté, il vous a pas entendu, comme on dit en bonne langue française, mais je pense qu'effectivement le problème des hommes politiques français, c'est qu'une fois qu'ils sont dans la machine, ils s'auto-contentent de ce qu'ils pensent et ils ne regardent plus derrière, en arrière. Pour moi, arrière, c'est-à-dire les plus jeunes, qui ont d'autres idées. Et quand il pique des idées, comme dit Juppé, quand il parlait, donc la première fois, il a rencontré des jeunes sur Internet, et il dit quand je parlais, ils me comprenaient pas. Et quand il parlait, je les comprenais pas, et j'ai dû aller les voir pour essayer de se mettre à... En tout cas, bonne continuation dans ce débat ou dans ce discours et dans ces échanges avec Monsieur Mélenchon. Alors, pour la suite des questions, bouge pas, bougera, gardez bien au chaud. On va terminer juste notre zapping, puisqu'ils sont nombreux à pouvoir réagir à l'affaire Fillon, bien sûr, à l'image même du président de la République, qui a pris la parole pour réagir à ce rassemblement organisé dimanche au Trocadéro. Écoutez. Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l'élection présidentielle. Mais il n'autorise pas tout. Il ne peut pas y avoir de manifestations dans notre pays, dans notre République, qui puissent mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes dont elle a la charge. Je déplore profondément qu'il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit. Donc j'appelle maintenant à la responsabilité. À la responsabilité, c'est l'appel lancé par le président de la République, François Hollande. Il est bienvenu, cet appel, Tarek Ismaël Bouchra? Pour moi, oui. Parce qu'il y a 2 choses qui se passent avec Hollande. Quand on est président de la République en France, on est garant des institutions, de toutes les institutions, surtout de la justice, qui doit être la ligne rouge sur laquelle tout le monde doit s'aligner, bien qu'il faut toujours refuser une République des juges. Deuxième chose, Hollande est en train de se rattraper moralement par rapport à sa fameuse phrase dans son livre « La justice lâche ».
Et lui, il pensait probablement aux années 40-45. Et donc aujourd'hui, j'ai entendu hier un juge qui a dit une belle phrase. Il a dit: j'étais contre lui dans sa phrase, dans son livre. Je le soutiens aujourd'hui, je l'applaudis parce qu'il joue son rôle régalien. Donc il est dans son rôle de faire ça. Alors, avant de passer à des questions pour Ismaël, qu'on va essayer de découvrir, hein, donc 21 ans, il entend essayer de se présenter à cette élection présidentielle. Par rapport à la manifestation de soutien dimanche contre Cadéro, beaucoup commentaient cette manifestation. Par exemple, Benoît Hamon, ce matin, accuse François Fillon d'hystériser le débat public en montrant du doigt les juges, un rassemblement qui est aussi jugé choquant par Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui pour la première fois est en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle, 27%, devant Marine Le Pen, 25%, et devant François Fillon, qui lui pointe à la 3e place avec 19%, selon un sondage Odoxa. Qui est sorti donc aujourd'hui. Et dans un autre sondage, le même sondage, on voit que si Juppé apparaît dans l'échiquier, on va dire, il passe directement en tête, devant Macron, qui subit, se retrouve 2e, et Marine 3e. Vous voyez que tout est encore possible, rien n'est joué dans cette élection, au vu de ce qui va se passer, et a priori, on peut nettement parier, en étant tout à fait raisonnable, que Fillon va finir par abandonner si c'est pas aujourd'hui, dans les jours à venir. On voit mal comment il peut tenir encore, parce que les défections se poursuivent. Sauf s'il rentre quand il y a un syndrome, je sais pas comment on l'appelle, mais quand vous rentrez dans le syndrome de l'enfermement, vous devenez aveugle. Et vous continuez jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il peut tenir par deux choses. Il peut tenir par l'argent, puisque les Républicains ont versé la cagnotte ramassée donc pendant les primaires. Et ils lui ont versé en gros, d'après certaines rumeurs, les 9 millions dont dispose donc le parti. Et il a les 500 parrainages, et donc il peut arrêter aujourd'hui de faire toutes les campagnes, mais son nom restera, et il peut donc être un facteur de destruction de son propre parti. Mais est-ce que cette mentalité d'enfermer va tenir jusqu'au bout ou pas? Parce que psychologiquement, moi je crois que le plus difficile pour monsieur Fillon, ce n'est pas quand il apparaît en public, ce n'est pas quand il fait les meetings, c'est quand il est chez lui avec sa femme devant lui, ses 2 enfants, et qui sont à 4. Parce que il y a aussi des soupçons que Madame Fillon, Pénélope de son prénom, n'était pas au courant, ou n'avait pas pris la mesure de tout ce qui se passait pendant ces 20 dernières années. Il lui disait peut-être: j'ai versé sur le compte pour tel truc, et c'est lui qui fait les déclarations fiscales, et je pense qu'elle n'a jamais pris le poids de la chose, c'était pas son rôle, et qu'aujourd'hui le problème, espérons que ça va pas jusqu'à un divorce dans la famille, un truc comme ça, parce que psychologiquement c'est très très difficile d'essayer d'avoir raison quand votre femme et vos enfants vous disent les yeux dans les yeux: vous avez tort. Des questions pour Ismaël. Rapidement, un petit dilemme quand même, parce que c'est une double humiliation. Devant le micro, Ismaël. Pardon, c'est une double humiliation. Quand tu vas être invité sur RTL, il faut bien parler devant le micro. C'est ça. Et non, honnêtement, je pense que c'est une double humiliation pour François Fillon, puisque d'un côté, on lui dit soit tu sors, t'abandonnes, et donc quelqu'un vient te remplacer, soit tu y vas au risque de tout perdre, mais aussi au risque pourquoi pas d'accéder au second tour, puisque 54% des Français ne savent pas pour qui. Mais c'est ce que pense, je pense, profondément François Fillon. Sinon, il serait parti. Donc je pense qu'effectivement, il est un petit peu naïf sur ce côté-là, ou plutôt il ne veut pas l'entendre, et finalement, il a quoi à faire. Il a strictement rien à perdre, finalement, à rester. Il sait que s'il se retire, dans les 15 secondes, son nom, son prénom n'existe plus en France. Il est mort politiquement, bien sûr. Des questions pour Ismaël Bouchra? Oui, alors une question de Zouatouni Christophe. Salam à tous. Question: ton point de vue sur la laïcité? J'en ai marre d'entendre parler que d'islam par-ci, par-là, c'est presque à tous leur centre d'intérêt afin d'attirer... il manque un mot. En tout cas, avec l'affaire Fillon, on a un peu moins d'islam et de laïcité en ce moment. Donc hier soir, dans le meeting, il a encore rajouté 3 louches, puisqu'il a parlé de ça. Le fondamentalisme islamiste. Oui, et j'ai écrit un livre, il dit je mets le culte musulman en France sous contrôle administratif. Il se croit à Vichy. Et il nous remet donc la louche de Madame Le Pen, majorité pénale à 16 ans, et surtout, et pour la première fois à ma connaissance hier soir, il reprend la thèse de Madame Le Pen. Les 2 premières années, un nouveau travailleur en France n'a droit à rien. À aucune sécurité. Non, mais en tout cas, hier soir, c'était tellement flagrant qu'on croyait écouter et entendre Madame Nantes. Alors Ismaël, ton point de vue, toi, sur la laïcité, sur l'islam,
Très honnêtement, ce que disait Christophe, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, on parle d'islam parce que on sait très bien qu'il y a des électeurs qu'il faut récupérer du côté du Front National et que ce sujet-là les intéresse tout particulièrement. Je peux dire, moi, qu'en réunion avec les équipes d'Emmanuel Macron à Paris, j'ai parlé aussi de la cause musulmane sans être du tout dans une démarche communautariste. Est-ce que j'ai entendu automatiquement, on m'a stoppé, on m'a dit mais ces gens-là ne nous intéressent pas, ils ne votent pas. On est d'accord. C'est les cadres, c'est les bras droits de Monsieur Macron. On est d'accord. Et ils ont raison. Donc, ils ont en partie raison et c'est ça qui est malheureux. Ils s'adressent à ceux qui votent, pas à ceux qui votent pas. Mais après, comprenons justement bien que celles et ceux qui prétendent à des mandats, vont aller taper sur le musulman parce qu'ils vont se dire, de toute façon, cette communauté ne vote pas, on n'a rien à en tirer et quand on leur tape dessus, on se ramasse les voix des plus extrémistes de nos concitoyens. Donc, autant le faire. Il y a des voix à prendre. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, moi, je pense qu'effectivement, le ton va se durcir du côté de François Fillon à ce niveau-là, parce qu'il est à un moment donné où il est talonné par Emmanuel Macron et où il sait qu'il faut faire baisser absolument Marine Le Pen. Donc moi, mon avis personnel, puisque c'est ça qu'on me demande sur la laïcité, c'est celle tout simplement de 1905, pas besoin de tergiverser, c'est-à-dire la laïcité qui dit très simplement que l'État, le représentant de l'État, ne doit voir aucun signe religieux. Il faut savoir une chose, et je pense que c'est le plus gros des problèmes actuellement, c'est qu'en 1905, il n'existait pas de notion juridique d'espace public. Et aujourd'hui, quand on nous parle de neutralité du citoyen pratiquant dans l'espace public, on sous-entend que cette notion existe, mais pas plus qu'elle n'existait en 1905, elle n'existe en 2017, et donc partant de là, c'est bien à l'État d'être neutre et de ne pas voir les signes religieux, tout simplement. Est-ce que par exemple tu es pour l'interdiction du voile intégral dans l'espace public? Est-ce que tu es pour le port du voile à l'université? Ce sont là des sujets qui reviennent fréquemment et les questions qui sont posées aux candidats. Très honnêtement, le port du voile à l'université, je n'y vois strictement aucun problème. On a affaire à des femmes adultes qui ont décidé à un moment donné dans leur vie de le porter. Donc il faut arrêter de croire que le voile c'est un synonyme, comme on l'entend trop souvent aujourd'hui, de soumission. Loin de là. Moi, sur mes 5 sœurs, il y en a une seule qui porte le voile. Elle a décidé de le porter. Qui suis-je si demain j'ai des responsabilités politiques pour dire à ma sœur et à tant d'autres, vous n'avez plus le droit de porter le voile dans le cadre de vos études? Ma sœur a failli arrêter pour ça. Et plein d'autres jeunes femmes arrêtent et cassent leur potentiel parce qu'on leur dit à l'université on vous pointe du doigt. Quand j'entends que des professeurs refusent de donner cours parce qu'une jeune femme porte le voile, je suis scandalisé et il est dommage qu'il n'y ait pas des sanctions à la mesure de la gravité justement de ce geste. Et dans un deuxième temps, concernant le voile intégral, je m'y oppose totalement. Je pars du principe que dans ce pays, il est tout à fait normal qu'on puisse reconnaître n'importe qui à n'importe quel moment sans lui demander l'autorisation. Et d'ailleurs, Ismaël avait été interpellé sur une manifestation. Moi, j'avais apprécié, j'avais vraiment découvert ce qu'il faisait à ce moment-là, parce que moi, j'ai un petit peu les mêmes convictions qu'Ismaël concernant le port du voile. Donc toi aussi, tu votes Mélenchon alors? Toi aussi, tu votes Mélenchon? J'hésitais, mais bon, c'est vrai que je suis beaucoup sur lui, mais c'est vrai que cette manifestation qui s'était passée, je sais plus quand est-ce que c'était, sur la place de la République. Le 10 juillet, il y a un an. Voilà, et qui avait été interpellé. C'était une manifestation contre le voile, justement. C'était quoi le nom de l'association? On n'a jamais su le nom de l'organisme. Plusieurs. C'était vraiment affolant, en fait. Moi, en tant que militante féministe, c'est vrai que j'étais vraiment contente de voir qu'un jeune se préoccupait de cette question-là. Et il avait interpellé justement les organisatrices justement de cette manifestation qui n'avaient pas su répondre en fait aucun argument de fond. Voilà, et je suis vraiment ravie. Voilà, c'est vrai que ce que Ismaël vient de dire, j'espère vraiment que tout le monde prendra un petit peu ce discours, parce que d'autres questions. Oui, alors il y a d'autres questions. Alors Ismaël, as-tu reçu une proposition de fusion avec l'un des candidats? Alors, c'est Lotfi double canon. J'ai eu des discussions très profondes, on va dire, avec les équipes d'Emmanuel Macron. Maintenant, sur la base de son projet, ça n'est pas faisable. On me demandait de me positionner avant le deuxième tour de la primaire de la gauche, ce que j'ai refusé de faire. On m'a demandé d'envoyer principalement des femmes pour être candidates pour Monsieur Macron, puisqu'il en manque apparemment beaucoup du côté de la société civile. Pour les législatives, ça va être compliqué pour lui. Ça va être très compliqué pour lui, et avec les soutiens qui rallient de part et d'autre, on se demande comment il va réussir à former une majorité cohérente et stable. Donc ça pose un peu problème.
Maintenant, d'un autre côté, j'ai été approché par d'autres candidats. Maintenant, c'est vrai que sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, on m'a proposé, quand justement je demandais à le rencontrer, de discuter pour justement m'engager dans sa campagne de manière concrète. Pour l'instant, je n'ai pas donné de réponse, j'attends de voir ce qu'il se passe, mais en tous les cas, que les gens qui me suivent comprennent bien, parce qu'à chaque fois que je dis je vais peut-être soutenir tel candidat, on me dit mais attention, tu te renies quelque part, parce que tu me dis que tu es indépendant. Quand on est face à une élection présidentielle, et si ma candidature est mise à mal, à un moment donné, il faut prendre position, et face aux enjeux qui se présentent face à nous, il faut savoir aussi soutenir le projet, à défaut d'être le meilleur, le moins pire. Et donc, j'ai décidé, moi, de prendre mes responsabilités en cas de non-candidature et de soutenir très certainement Jean-Luc Mélenchon, parce que j'estime que c'est le moins pire, et je ne me renie pas, c'est-à-dire que je ne prends pas ma carte, mais je suis là pour dire, si je peux quelque part servir à porter la voix du candidat qui me paraît être le moins pire, je le ferai, et que je rassure tout le monde, il n'y a pas de débat de poste, parce qu'on en entend parler aussi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de poste, et si vraiment je voulais un poste, j'aurais soutenu Emmanuel Macron, qui selon les sacro-saints sondages serait peut-être notre futur président de la République. Donc non, c'est pas un choix de facilité que de soutenir quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, autant en externe qu'en interne. En tout cas, franchement, 21 ans, moi tu m'épates, mais bien, bravo. Moi je suis admiratif. Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, Tarek Mami, quand vous regardez une interview politique, que vous avez un candidat qui est interviewé, que vous regrettiez que l'on n'aborde pas, par exemple? Non, mais des fois, comme je suis journaliste, et quand je suis pas dans une salle, j'allais dire, je regrette que certains journalistes marchent, j'allais dire, au centre, et ne débordent pas dans leurs questions pour aller poser une question qui n'a pas été posée par les confrères. Je vais la faire différemment. Quel est le thème qui vous préoccupe le plus aujourd'hui? Le thème que peut-être les autres journalistes, que les candidats n'abordent pas forcément. Quelle est pour vous l'urgence pour la France de demain? Je dirais que c'est la cohésion sociale, mais elle est traitée par les autres par le rejet et non pas par l'inclusion. Et donc, si j'étais dans une salle avec un candidat, c'est cette question-là, c'est comment expliquer aux Français qui sont tous Français et que le meilleur d'entre eux, c'est celui qui donne le plus pour la France et non pas celui qui est juste Français. Question pour Ismaël, donc. Alors, non, mais question qui va répondre à celle-ci, parce qu'elle est très importante, cette question, sur la cohésion sociale, sur le vivre ensemble, comment l'entretenir, comment le maintenir, comment, le choyer. En fait, ce sentiment d'appartenance à la communauté nationale, il est très important, et aujourd'hui on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça que c'est une question qui est très large. Il y a à la fois la question de la ghettoisation, il y a à la fois la question, par exemple, je m'oppose, et ça il y en a beaucoup qui sont surpris, à la discrimination positive. On va mettre des quotas, excusez-moi, je vais être cash, on va vouloir un quota de rebeux, un quota de blacks, un quota de personnes handicapées. Je trouve que c'est scandaleux. Donc très simplement, pour moi, c'est le mérite avant tout. Oui. Maintenant, au-delà de dire le mérite avant tout, comment on le concrétise? C'est aux entrepreneurs, c'est aux chefs d'entreprise, c'est aux professeurs justement de ne pas discriminer. Et donc je pense moi que c'est avec le temps que ça va se faire. On proposait plusieurs projets comme la semaine T'as fait part qui était dans mon programme local à Besançon quand je me présentais aux élections municipales. Et il y avait une question qui se posait. Dans un quartier bisontin, on avait un grand problème de délinquance et une supérette qui avait changé en 2 ans 4 fois de propriétaire. On me disait mais comment on fait pour recréer du lien avec les jeunes? Nous, ce qu'on a proposé, c'est tout simplement demander au propriétaire de ce SPAR, de cette supérette, de nous dire ce dont il avait besoin en matériel, en mobilier pour son commerce. Donc il y avait des enseignes, il y avait des présentoirs, etc. On appelle des artisans et on les fait travailler avec des jeunes dans l'élaboration, la confection des pièces. Vous créez la police de proximité, quoi. C'est pas la police de proximité. Ils travaillent ensemble. Non, mais l'idée, c'est cette proximité pour que les gens connaissent. Proximité, mais sans police. Je pense que ça marche tout aussi bien. Non, mais c'est proximité. Je voulais faire le jeu de mots de proximité parce que regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Théo. Je sais pas si on a quelques mots à dire tout à l'heure, mais vous avez avec l'affaire Théo un ancien policier syndicaliste connu et reconnu pour être M. Bichetta d'extrême droite. Et quand il y a un scandale qui arrive dans sa ville, quand on l'écoute, on ferme les yeux, on dit c'est un mec qui est de gauche pour faire simple, parce que la façon dont il défend son citoyen Théo et dont il attaque les GPN et la police, quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup expliquent cela par le fait que depuis qu'il est maire, depuis 2-3 ans, il a appris à connaître les gens avec lesquels il vit. Et donc c'est ça la notion de proximité.
Bien sûr, bon après sur le cas de Monsieur Béchiza, j'ai eu l'occasion de travailler, enfin je vais très souvent le Nez-sous-Bois travailler avec des associations justement qui œuvrent sur le terrain là-bas auprès des jeunes, notamment le MJF, l'UM93, etc. Et concernant Monsieur Béchiza, c'est quelqu'un qui, paradoxalement, en étant soi-disant d'une droite dite décomplexée, qui est quelqu'un qui est très proche, qui aide beaucoup les associations, qu'elles soient cultuelles ou culturelles, peu importe, qui les aide beaucoup dans leurs projets. Est-ce que c'est pas cette proximité je qui fait que connaissant les uns et les autres, on change parce qu'on connaît, on sait à qui on a affaire. Je vais même, enfin, là on va être dans l'anecdotique, c'est limite, on oublie la casquette personne engagée politiquement. Mais je parlais de mon village tout à l'heure, Le Vernois. Il y a, comme je disais, une 50aine d'habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier tour de la présidentielle, le Front National faisait 48%. Et donc la majorité, enfin quasiment la moitié des familles de Le Vernois votent Front National. Et ben un jour j'étais installé en bas de chez moi et j'entends, il y avait une petite réunion de mon petit frère avec ses amis d'école et j'entends, avant on n'aimait pas les Arabes mais maintenant ça a changé avec vous. Mais c'est tellement, comment dire ça dit tellement de choses sur la proximité. Exact. C'est-à-dire que au contact de ces enfants, de confession musulmane certes, d'origine maghrébine certes, eh bien ces jeunes qui sont d'autres origines, d'autres confessions, ont changé leur regard sur l'autre. Et je pense pas qu'il y ait une question d'âge ou je pense pas que ce soit si anecdotique que ça, mais je pense que ça en dit gros sur notre société, sur comment on change les choses. Les mentalités. Une anecdote, pour une anecdote, moi je me rappelle l'année dernière, j'ai pris un taxi, c'était le jour donc de la fête du mouton pour la faire simple, pour ceux qui connaissent pas l'Aïd al-Adha, et je tombe dans un taxi portugais, où le chauffeur me dit, on parle de l'Aïd, il me dit c'est l'Aïd le plus triste que je passe de ma vie. Je dis mais qu'est-ce que t'as à voir toi avec l'Aïd? Il me dit parce que moi je connais très bien l'Aïd, parce que j'ai des voisins marocains dans l'immeuble et depuis 20 ans, à chaque jour de l'Aïd, quand ils égorgent, ils m'amènent ma portion de viande et de couscous. Et depuis 2 ans, ils sont partis. Non, mais sur les relations humaines. Et depuis 2 ans, ils sont partis en retraite, donc ils viennent de temps en temps. Mais là, quand il y a l'Aïd, ils sont pas là. Et donc moi, je sens le manque que j'ai dans l'Aïd. Et c'est ça la proximité aussi, c'est les gens se connaissent, se rencontrent, se fréquentent. C'est un petit peu le dîner de voisins, quoi. C'est bien ça. Mais il faut que ce soit au quotidien. On est bien d'accord là-dessus. Alors moi j'ai une question beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie? Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous travaillez. C'est quoi votre parce que le discours que vous tenez, c'est le discours de quelqu'un qui a beaucoup plus d'années que vous, qui a eu le temps, qui a eu le temps de maturité, impressionnante. De lire, de l'expérience et tout ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites juste de la politique ou vous continuez vos études? Alors, je fais plusieurs choses. Dans un premier temps, je continue toujours à écrire. Donc, j'ai mon 4e bouquin qui sort bientôt. Ensuite, à côté de tout ça... Et c'est quoi les titres? Il est publié chez qui? Alors, le premier, donc, c'est Lève-toi français qui a été publié, j'étais petit, excusez-moi, chez Lulu. Ensuite... Vous avez quel âge? J'avais 14 ans, Dis-le, parce que c'est important de le dire, 14 ans. Hein. Et ensuite, j'ai écrit Lettre à Marine entre cœur et devoir de conscience en 2012 chez Eddy Livre, qui a été compilé avec mon 3e, qui est L'audace d'y croire. Et donc là, j'ai Passons le cap, plan d'action pour une France à bout de souffle, qui sort toujours chez Eddy Livre. Donc dans quelques jours maintenant, avant le 20 mars. Bravo. Donc ça devrait aller. Donc ça c'est la première activité, écrire. Voilà, j'ai pris dans mes études de droit 2 années sabbatiques, donc pour pouvoir me focaliser sur un projet professionnel. Et donc je viens d'obtenir un accord de principe pour un terrain, donc un morceau de plage privé en Martinique, pour ouvrir un restaurant de plage. Donc voilà, si tout va bien, on embauchera 9 personnes. On ira, faudra nous inviter, Ismaël, pour l'inauguration. C'est très élastique. C'est très élastique, éclectique. Oui, c'est super. Justement, il y a un article de l'Est républicain. Il faut savoir que le petit surnom qu'on lui donne dans ma région, c'est l'Est répugnant. Qui disait, me concernant, il s'appelait l'article de Toubois, qui disait, mais ce jeune-là, bon, il avait fait... il cuisine, il écrit, il fait des conférences, il est étudiant, on sait pas ce qu'il veut, il recherche peut-être juste la reconnaissance. Et en fait, le problème, c'est que moi, justement, j'ai un plan précis de ce que je veux faire. Président de la République. Même pas. Je veux avoir à un moment donné un mandat qui me permette de mettre en place le projet
que j'ai travaillé avec mon équipe. Et donc partant de là, il y a une question fondamentale, c'est la question de l'autonomie financière, sans aller voler nos concitoyens, qu'on soit bien d'accord, contrairement à d'autres. Le million, ça vous intéresse pas? Le million, honnêtement, il m'intéresse, mais de manière honnête. Pas dans les conditions. Comme Macron, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Non, mais très honnêtement, cette entreprise, parce que la cuisine, c'est un secteur qui me passionne. En Martinique, j'ai envie d'entreprendre parce que la Martinique, ça fait aussi partie de la France et elle est beaucoup plus touchée que la métropole en matière notamment de chômage et d'insécurité. Et là-bas, en fait, je veux prouver avec ce projet que non seulement 29 personnes, 29 employés, c'est possible, mieux les payer, parce que dans la restauration, c'est très mal payé, c'est aussi possible. Et donc, montrer à travers cette entreprise que le programme que je souhaite appliquer, je me l'applique déjà à moi-même. Et sans attendre que derrière ça suive. Alors, on poursuit parce que, imaginez-vous, messieurs, dames, que voilà, il a que 21 ans, qu'il est avec nous aujourd'hui, Ismaël Bouchakada qui est avec nous. Je l'ai mal dit, là. Boudjekada, voilà, qui est avec nous. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'interviews de politiques confirmés qui savent évidemment parler, répondre aux questions, tomber dans les pièges des journalistes, parfois même d'ailleurs en tendant eux-mêmes des pièges. Eh bien aujourd'hui vous avez un jeune candidat qui a une prétention, c'est peut-être pas devenir président, mais en tout cas d'essayer au travers d'un mandat, comme il vient de le dire, de faire passer ses idées, son programme qu'il a élaboré, 200 pages que vous pouvez aller voir sur le site, ismaelboujakada.fr. Voilà, il y a même l'application Android pour ceux qui ont Android. Vous téléchargez, vous tapez donc Ismaël Boujakada et vous allez avoir l'application Android. Posez-lui des questions. Voilà, considérez-vous que c'est un candidat, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François. Non, on a oublié celui-là. Voilà, Benoît Hamon. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré Francis Lalanne, qui lui aussi est en train d'organiser les 570 candidats pour les législatives? Non, je l'ai pas rencontré. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est ces initiatives. Il risque de faire une chanson sur toi, sinon, fais gaffe. Il y a trop d'initiatives. Porter malheur, tout ça. Les indépendants, enfin, on est les mieux placés pour critiquer la classe politique, mais je pense que l'autocritique, elle doit aussi se faire. Et donc, je pense que chez les indépendants, il y a un jeu d'ego surdimensionné. C'est-à-dire que tout le monde se lance. Oui, pub, voilà. Sinon, c'est elle qui va te lancer. Tout de suite pour la suite, évidemment. Donc, les avis tranchés, on les met de côté aujourd'hui, Bouchra. Oui, si tu veux. Voilà, tu le gardes au chaud. Oui, le j'aime ou j'aime pas aussi, tu vas y participer, Ismaël, et puis on te mettra à contribution avec les auditeurs, bien sûr, les questions par le biais du Facebook France Maghreb 2. On est en direct sur la page Facebook, vous pouvez voir Ismaël et poser aussi vos questions. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Tarek Mami, la baronne Bouchra et Ismaël Boujakada qui est notre invité, qui est le plus jeune candidat à vouloir se présenter à cette élection présidentielle. Il a que 21 ans et beaucoup d'idées déjà dans la tête, c'est bien, ça fait plaisir. Cette jeunesse qui prend en cause les différents sujets de la société, ça c'est important, Tarek aussi. Oui. Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir s'il y a quelqu'un qui était plus jeune que vous, qui a dit est-ce qu'il y a à 18 ans, à 19 ans quelqu'un qui a dit je vais me présenter? Alors en fait, ça ne s'est jamais fait, il y a juste eu un jeune. Donc vous êtes le premier en termes d'âge? En termes d'âge au niveau européen, je sais que je suis le plus jeune. Donc on me l'avait dit quand j'étais membre de délégation française en Europe. Ouais. Et sinon on a eu un autre jeune, Maxime Werner, qui s'était lancé mais qui très rapidement, après un an d'existence, a rejoint Nicolas Sarkozy, juste avant sa défaite. Donc voilà, un mauvais pari, mais non, apparemment il n'y a pas plus jeune, mais bon, après on a un maire par exemple de 22 ans qui est malheureusement Front National, puisque le Front National, on peut en penser tout le mal qu'on veut, mais c'est au moins un parti qui donne sa chance aux jeunes. Alors je sais que le Benjamin des maires, je sais pas s'il est Front National ou pas, donc qu'on me pardonne à l'avance, mais l'un des plus jeunes maires de France vient d'être mis en examen. C'est lui. Voilà. Ah, c'est lui? Pour détournement d'argent. C'est comment il s'appelle? Je sais plus, mais c'est effectivement lui. Et il y met en examen parce qu'au bout d'un an de maire, il passe un contrat avec une société privée que sa mère dirige dans l'immobilier, et donc forcément... Avec la complicité de la police municipale. Voilà, et on tombe très vite dans la corruption, quoi. Ah bah dis donc, comme quoi ça devient vraiment un parti. Donc je vous donne un conseil. Ne devenez pas élu, ne soyez pas président, comme ça les corrupteurs ne viennent pas vous corrompre. Bah attendez, monsieur Hollande, il a rien pour l'instant, pardon de vous le dire. À part le coiffeur, il a rien. À part la rue du Cirque et le scooter, tout va bien. Il a le coiffeur et le scooter, mais c'est vrai que... C'est un lover. Oui, mais c'est vrai que ce côté-là, Hollande, l'argent n'est manifestement pas son premier moteur. Voilà. Tiens, une petite remarque par mail, lgf@francemaghreb2.fr. Je suis en train de vous écouter, merci d'arrêter de parler du
du voile alors qu'il s'agit de foulard. Signe de Tarek Mabi. Oui. Le passé à Alors je l'ai dit. Alors je sais pas qui c'est, mais je remercie l'auditeur. Myriam, je sais pas. ça s'appelle. Myriam, merci. Je sais pas si elle a entendu. Moi, je ne dis pas le voile, je dis le port du foulard. Moi aussi, j'ai donné consigne, mais des fois, on est tellement bouffé dans le milieu dans lequel que nous vivons que les mots partent tout seuls. Non, tout à l'heure, j'ai dit la manifestation contre le voile parce que ça s'appelait comme ça. Mais moi, je sais pas si je l'ai déjà signalé la dernière fois quand on avait. On viendra le 8 mars pour développer 3 minutes sur le foulard et le voile. Voilà, parce que c'est une grosse différence. Donc Ismaël, voilà, attention, t'es surveillé là-dessus, hein. Pas de voile, mais foulard. Voilà. Merci Myriam. Ça voile. Ouais, forcément. Non, mais parce que le voile, pour faire simple, ça voile. Et vous avez un voile derrière la fenêtre et on ne voit pas à travers. Alors avant le foulard, on voit. Avant d'accueillir d'autres questions qui nous sont posées par mail, on va passer, si vous le voulez bien, avec Ismaël, Tarek et Bouchra au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Vous connaissez les réseaux sociaux, tous et toutes, Facebook, Twitter, Insta, et on a le fil d'actualité. Alors on clique sur j'aime, j'aime pas, ou alors on peut dire je m'en fous. Coup d'état institutionnel, justice instrumentalisée. Tout ça pour dire que les magistrats bien dénoncent un climat délétère en France en ce moment. J'aime pas, je m'en fous. Ils s'en inquiètent. Alors j'aime que les juges prennent position en rappelant qu'en France et partout dans le monde, on doit être contre la République des juges. Voilà. Monsieur Ismaël, on aime ou on n'aime pas? J'aime, je pars du principe que s'il y en a bien, certains qui doivent prendre position et qui ont le droit de prendre position, ce sont eux. Tout à l'heure, on parlait de la position, par exemple, de François Hollande qui défendait la justice, et comme l'ont très justement rappelé les plus hauts magistrats de ce pays, ils n'ont besoin ni de soutien, ni d'attaque. Donc, partant de là, ils sont les seuls à même de se défendre. Un petit chiffre, Sir Christophe. Oui. Le compteur Radioton Antifillon monte de 68 à 100. Waouh! Ah oui, carrément. Bah là, il a pris cher, là. Et il terminera en slip, comme a dit un commentateur. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Les commentateurs qui arrivent à sortir de telles phrases sur un candidat à l'élection présidentielle, c'est que là, ils ont plus peur de rien. Voilà, et ils n'ont plus de respect parce que la question, c'est qu'il va tellement résister qu'il va se terminer en slip. Alors tiens, ça va vous parler. On va au Maroc. Histoire, le 3 mars 1961, quand feu le roi Hassan II, officiellement intronisé. C'était le 3 mars 1961. Par respect aux Marocains, on va dire j'aime, mais sinon dans l'absolu, ceux qui sont partis, ils sont partis avec leur histoire. Hein. Ouais. Très bien. Pour le reste, on aime, on n'aime pas, on zappe. Oui, moi j'aime. Bah oui, forcément. Moi j'ai expliqué pourquoi. Voilà. Elle veut partir à Fès dans quelques jours, et elle veut pas que son nom apparaisse en rouge dans l'ordinateur de la PAF. Il y a quelques jours aussi, c'était l'anniversaire du roi Mohamed V. Ouais. Bon anniversaire, monsieur le roi. Mohamed VI, tu veux dire? Mohamed V. Ah, Mohamed V, l'anniversaire de. D'accord, ok. Voilà. De son accession au trône alors. Non. De sa naissance. De sa naissance. Non, de sa naissance. D'accord. Okay. Mohamed V était un grand roi. Voilà. Le grand-père. Ça, moi j'ai. C'est lui qui a amené. C'est le père de Hassan II. C'est lui qui a amené l'indépendance et c'est lui qui a protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sondage. 74% des Français considèrent que François Fillon a tort de poursuivre. Ben j'aime parce que comment dire, c'est la vox populi et en général on dit que le peuple a raison même quand il a tort. Alors Ismaël, 74% des Français lui disent d'arrêter et pourtant il continue. Ben honnêtement, j'aime le résultat du sondage, mais j'aime pas cette culture du sondage. Il y en a trop et j'ai l'impression qu'on cherche à orienter l'opinion. Ouais. Alors une information importante, le groupe franco-suisse Lafarge reconnaît avoir financé Daesh pour assurer la sécurité de sa cimenterie en Syrie. Alors j'aime parce que c'est rare que des entreprises qui font des choses contestables reconnaissent presque immédiatement, en tout cas sous pression, le fait qu'ils aient tort. Mais d'un autre côté, faut comprendre la situation militaire. En clair, la cimenterie, elle est au milieu. Et pour aller à droite, il y a Daesh qui contrôle le terrain. Pour aller à gauche, il y a Daesh qui contrôle le terrain. Il fallait fermer cette cimenterie pour être en accord avec sa conscience. Ils l'ont pas fait. Très simplement.
Je rappelle quand même que sur le dossier Lafarge, j'ai été l'un des rares à déposer justement une plainte devant un procureur de la République. Maintenant que Lafarge reconnaît ce financement, puisqu'avant c'était hypothétique, oui. Moi, j'en profite, on est à Paris, je demande à la mairie de Paris, et justement, on le fera de manière écrite pour qu'il y ait une trace, d'arrêter de manière immédiate justement de travailler avec le groupe Lafarge Cimentier, parce qu'effectivement, on peut être en accord avec sa conscience. Moi personnellement, on nous parle à longueur de journée du financement du terrorisme par des puissances orientales, qu'on reconnaisse maintenant que quand les multinationales françaises financent le terrorisme, eh bien on doit aussi s'en indigner et arrêter toute collaboration avec ces groupes. Oui. Christophe, si vous permettez, Smaïl, est-ce que vous avez rencontré un militant écologiste du côté de Grenoble qui a fait beaucoup de bien à cette République, parce que chaque fois qu'il y a une situation comme celle-là, il se porte, lui, j'allais dire, il dépose plainte. Il a gagné beaucoup de choses, y compris au Conseil d'État dernièrement, et contre la publicité pour Radio France. Et c'est un militant, je vous donnerai son nom, du côté de Grenoble, mais c'est un militant, c'est-à-dire il fait ça parce qu'il n'aime pas la société dans laquelle il vit aujourd'hui, et il trouve qu'il y a trop d'injustice, et chaque fois il dit moi, je dépose, et il a obtenu une première grosse décision qui autorise tout citoyen à déposer donc des recours, et je vous mettrai en contact avec lui également. Un dernier petit truc pour la route, affaire Fillon, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui rend hommage aux gens de droite qui ont tout simplement quitté le navire, et ils sont au nombre de 5 au 100 aujourd'hui. Et elle a un gros problème. Quand tu dis elle rend hommage, elle rend hommage, mais comment ? Elle rend hommage. Elle fait un tweet aux gens de droite qui lâchent Fillon en clair. D'accord. Alors elle a un gros problème, parce que elle est très disciplinée, et donc pour le moment elle reste sur la ligne Hamon. Elle est tentée par la ligne Macron, mais je pense qu'elle attend surtout la prise de position de Ségolène Royal, et contrairement à beaucoup plus que le président de la République, parce qu'elle a beaucoup d'affinités avec Ségolène et qu'elle respecte. Alors j'aime cette manière un peu humoristique de Najat Vallaud-Belkacem de rendre hommage à ceux qui rendent le tablier pour la campagne Fillon. Oui. Moi je voudrais dire en 5 secondes que je respecte vraiment cette dame dans la politique, par rapport y compris de celles et de ceux qui sont issus de la communauté, parce que jusque là on avait il faudra comparer à la fin du quinquennat le comportement des uns et des autres pour dire est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de mûrir avec un jeune donc comme Ismaël de 21 ans qui se lance dans ce qu'il fait, avec les prises de position qui sont souvent très correctes de Najat par rapport à Rachida Tati, par rapport à plein de gens, et est-ce qu'il n'y a pas ce mûrissement dans la communauté franco-maghrébine et cette proximité, j'allais dire à l'inverse, qui commence à se mettre en place? Oui, écoute, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'espère que c'est pas faussé en fait, tu vois, c'est Mais là en plus elle est dans une impasse cette pauvre femme, hein. Oui. Ouais, moi c'est ça en fait. Rejoindre Macron, elle le fera jamais, parce qu'elle a dit devant les caméras de BFM, j'aimerais bien qu'on dise la même chose quand on est à Paris qu'à Alger, ou quand on est dans les locaux de Tétu ou les locaux du Figaro. Donc tu peux pas taper sur quelqu'un, quoique Bayrou l'a fait, et ensuite aller rejoindre. Oui, mais c'est ça en fait. Moi, c'est d'ailleurs Bayrou qui risque d'être embêté si Fillon reprend la relève pour remplacer. Non, parce qu'il assumera et il dira Juppé c'est mon ami. Mais quand j'ai pris ma décision, je l'ai prise en conscience, et donc au contraire, il s'en sortira beaucoup plus grandi dans la tête de beaucoup de gens, parce qu'ils disent il a eu raison le premier d'aller du côté Macron, donc de ne pas rester avec Fillon, et la preuve c'est que tous les autres après ont quitté Fillon, alors qu'il a beaucoup tapé sur Fillon. Alors tiens, avant d'accueillir notre auditeur et surtout avant de continuer les questions avec Ismaël, je voulais vous parler de ce qui s'est passé au Parlement européen. Une enquête est ouverte après les propos pour le moins misogyne, tenu hier dans l'hémicycle par un député polonais d'extrême droite, Janusz Korwin-Mikke, coutumier des dérapages en tout genre. Jusqu'ici, l'eurodéputé s'était spécialisé d'ailleurs dans les gestes et les propos racistes. Salut hitlérien dans l'hémicycle en 2015. Comparaison de jeunes sous-chômeurs qu'il comparait à des nègres. Et il ose tout, et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. L'an dernier, il avait assimilé l'arrivée massive de migrants en Europe à un tas d'excréments, ce qui lui a valu d'ailleurs une suspension de 5 jours de toute activité parlementaire. Mercredi, c'est avec sa mesure habituelle qu'il s'est attaqué aux femmes. Écoutez, plutôt, Bouchra, ça risque de vous interpeller. Bien sûr, les femmes doivent moins gagner que les hommes parce qu'elles sont plus faibles, elles sont plus petites, elles sont moins intelligentes, elles doivent être moins payées, c'est tout.
Incroyable, hein. L'eurodéputé espagnol. Tu n'étais pas là-bas parce que je pense que j'aurais fait comme au salon de l'agriculture. Écoutez, j'aurais eu un œuf avec moi. espagnol. En fait, il faudra lui envoyer une dame qui fait du judo ou un sport comme ça, et devant tout le monde. Une femme qui est sportive, et qu'elle le mette sur le bas de la terre, et peut-être qu'il changera d'avis. Une eurodéputée espagnole lui a répondu. Écoutez, monsieur le député, selon vous, selon votre théorie, je n'aurais pas le droit d'être ici comme député. Je sais que ça vous fait mal, que ça vous embête, qu'aujourd'hui, nous, les femmes, puissions représenter les citoyens au même titre que vous. Je suis ici pour défendre les femmes européennes contre les hommes comme vous. Voilà, alors, il risque quand même une suspension temporaire de ses fonctions d'eurodéputé, hein, soyons vraiment précis. Voilà, c'est assez incroyable quand même de voir des gens qui, quand même, ont une responsabilité importante d'avoir de tels propos. C'est scandaleux. C'est purement scandaleux. Les alliés du Front National au même Parlement européen. Même Trump, il a pas eu ce genre de discours. Vous vous rendez compte? Même Trump, il a pas été aussi loin, c'est vrai. C'est juste hallucinant. Je l'avais pas entendu, tu vois, du coup, là, je découvre... Bon, alors, des questions peut-être pour notre ami Ismaël. Oui. Alors, Ismaël, ton point de vue pour les jeunes ménages, 25 à 35 ans, sont asphyxiés par les impôts et autres taxes alors qu'ils sont oubliés par l'État social. Alors, en ce sens-là, moi je pars du principe qu'aujourd'hui c'est tout le modèle social qu'il faut revoir. Benoît Hamon va dans le bon sens en proposant un revenu de base, sauf qu'il l'a dénaturé, c'est ce que je lui reproche. Pourquoi ? Puisque moi en fait ce que j'essaye de proposer, c'est un revenu de base qui couvrirait l'essentiel vital, c'est-à-dire logement, habillement et nourriture. On va prendre un cas d'école pour que tout le monde puisse le comprendre très facilement. Vous habitez Montbéliard, la moyenne du coût du logement, de l'habillement, de la nourriture est de 1 000 €, tout le monde de 16 ans à la fin de vie a 1 000 € sur son compte. Vous ne travaillez pas, vous avez 1 000 €. Maintenant, à Montbéliard, on a Sochaux, par exemple, vous savez, PSA, Peugeot, Citroën. Ouais. Eh bien, imaginez que vous travaillez à la chaîne 35 heures par semaine pour 1 200 €. Vous allez me dire, moi, je vais faire 35 heures par semaine pour 200 € de plus, ben, je ne travaille plus. Eh bien, ce qu'on va faire, on va donner à votre patron ces 1 000 € qu'il va vous donner, qu'il va vous rajouter, en fait, sur votre fiche de paye. Et lui, en net, retire 1 000 € qu'avant, il sortait de sa poche. Ce qui veut dire que pour vous, ça ne change rien. On enlève 1000, on rajoute 1000. Mais pour votre patron, c'est 1000 € net de moins et 1000 € quasiment de charges en moins. Donc 2000 € d'économie par employé. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise demandent l'équivalent de 300 € grand maximum de baisse de charges. Là, c'est 3 fois plus. Ben, on va s'adresser au patron, Tarek Mami. C'est viable comme projet. J'essaie de comprendre, moi qui ai le mécanisme. Moi qui ai suivi celui de Macron. Avec sa nouvelle proposition de 15 000 € sur 3 ans pour les jeunes pour créer leur entreprise. J'ai lu le programme de Hamon et qui a beaucoup reculé. En fait, ce système de revenu universel ne doit pas être dissuasif. C'est ceux qui vont au travail par obligation, entre guillemets. Moi-même, dans ma vie, j'ai eu des gens, et Christophe sait de quoi je parle ici et ailleurs, j'ai eu des gens à qui que j'ai viré, en quelque sorte, parce que je voulais payer absolument pour le travail qu'ils faisaient. Or, il se trouve qu'ils sont dans des situations sociales, d'aide, de CAF et tout ça, où ils touchaient, j'allais dire ce que je leur proposais, sans rien faire, et ils ont refusé de travailler pour toucher. Donc justement, on en vient au troisième palier qui est le plus important. Pour celui qui travaille, qu'est-ce que ça change ? Moi, je vais vous dire, je vous donne à vous, patron, votre baisse de charge de 300 €. Donc ça veut dire, il va falloir augmenter de 700 € votre employé. Donc simplement, vous gagnez la différence de charge, vous avez retiré 1000 en net, eh bien, vous rajoutez 700 en net. Et la mauvaise et question de tous les journalistes du monde de France. Comment ça se finance ? Ça finance et ça coûte combien ? Alors, combien ça coûte ? C'est simple, quand il y a le système de réforme, on va dire, des aides actuelles, on est quasiment, parce que ça concerne tout le monde et c'est énorme. Y compris Madame Bettencourt, quoi. On est à 300 milliards. 300 milliards. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est 500 chez Hamon. Alors, comment ? Chez Hamon, c'est 500 milliards. Beaucoup moins dans la première phase initiale. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est première chose, il faut se demander quel est le premier poste de dépense de l'État français. C'est les remboursements des intérêts de la dette. Donc nous, on a la possibilité de dire à nos créanciers, on ne rembourse plus cette dette, on rembourse seulement 20%. Pourquoi 20% ? C'est ce qui correspond aux intérêts, enfin, ce qui correspond à l'emprunt réel. Et 80%, ce sont des intérêts. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes de 2012. Donc on dit, vous nous avez imposé des taux abusifs et vous-même vous le
reconnaissez, puisqu'aujourd'hui vous nous prêtez à des taux négatifs, donc on ne remboursera que ces 20%. Et là, j'ai un de vos confrères de Beurre FM qui me dit, mais monsieur Boudjekada, c'est très bien, mais monsieur Tsipras l'a proposé, regardez, on lui a dit, on vous fout dehors. Eh ben, c'est là que la France a la possibilité de dire compromis de Luxembourg. Le compromis de Luxembourg, c'est un procédé qui vous dit, quand vous avez une très bonne position économique dans une union économique et monétaire, vous pouvez faire un bras d'honneur à tous les traités, à toutes les contraintes, on ne vous foutra pas dehors parce que sans vous, c'est la zone économique qui explose. Donc, on va jouer de ça et théoriquement, si on fait les bons choix et que notre politique économique marche bien... C'est le discours de Hollande de 2012, bien, avant de devenir président de la République. Mais Monsieur Hollande n'a pas été au bout des choses. Oui. Et pourquoi? Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'en fait, ces gros partis traditionnels sont financés par les banques. C'est factuel. C'est pour ça que Marine Le Pen court vers les Russes pour leur demander des prêts parce que les banques françaises ne prêtent pas. Exact. Et bizarrement, qui nomme les PDG des grandes banques françaises? Le président de la République. Donc on peut penser légitimement qu'on leur dise, attention, prochaines élections, ne financez pas ce type de parti. Pourquoi pas? En réalité, ce que je dis, la question qui se pose sur ce revenu universel, c'est le mode de fonctionnement de l'économie française qui doit changer dans sa globalité. Or, est-ce que la France qui est aujourd'hui dans l'euro, dans votre vision, peut aller dans ce chemin sans se retrouver, elle, isolée par rapport à un mondialisme qui aujourd'hui fixe les règles? Elle ne sera pas isolée parce que, en fait, c'est simple. Imaginez aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. On est dans une situation de crise. Dans une situation de crise, on va nous dire, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est couper les dépenses. Donc, on va traduire ça très simplement. On vous donne moins d'argent à vous citoyens, donc vous allez acheter moins de choses, vous allez moins consommer, et donc partant de là, les magasins vont avoir moins de main-d'œuvre nécessaire parce que les carnets de commandes baissent. Moi, ce que je dis, en période de crise, on injecte des liquidités, c'est la théorie keynésienne de la chose. C'est la théorie de l'offre. On injecte, et ça marche. On injecte de l'argent, vous allez dépenser, on va s'endetter, mais les gens disent attention, de l'endettement. Et c'est ça que nous dit l'Union Européenne et la Commission Européenne. Il ne faut pas vous endetter au-delà de 3% de votre déficit. Qu'est-ce moi, ce que je dis, de manière générale, c'est stupide. Prenons, parce que là, on parle d'endettement, ça sonne mauvais. Moi, je parle d'investissement. Mes parents, ils se sont endettés à un moment donné pour acheter leur maison. Et aujourd'hui, crédit remboursé, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, plus tard, ils la laisseront à leurs enfants, qui eux-mêmes la laisseront à leurs enfants, et ainsi de suite, pourquoi pas. Mais très simplement, l'endettement, ça n'est rien d'autre que de l'investissement. Et quand on nous demande, vous savez, de faire cette politique qui dit on coupe dans les dépenses, je vais vous dire pourquoi. C'est Aristote qui le disait. Il disait pour qu'un gouvernant puisse diriger dans le but de satisfaire ses propres intérêts, il faut qu'il donne deux choses à son peuple. Première chose, un travail lui garantissant un salaire de misère pour survivre. Et deuxième chose, des loisirs. Pourquoi? Parce que si on met ça sauce 2017, vous rentrez chez vous après une journée qui vous a tué, vous allez pas vous engager, vous allez rester sur votre canapé devant Secret Story ou Koh-Lanta. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et donc voilà, ça marche toujours aujourd'hui et ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'on soit payé une misère quand on n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Dernière question, Bouchra. Alors, une question avant de passer à Libertad. Alors, Hamza Dahan, moi je suis d'Algérie et j'aimerais savoir ta position à propos de la colonisation française et que penses-tu de la position de Macron? Alors, c'est pareil, une question qui est très très large concernant la colonisation. De manière générale, les propos de Macron ont fait polémique lorsqu'il disait qu'effectivement la colonisation c'est pour lui un crime contre l'humanité. Il s'est rattrapé en disant crime contre l'humain. Maintenant, pour moi, effectivement, l'expression de crime contre l'humanité, on ne doit pas rougir quand on l'entend. Je pense qu'effectivement, il a raison. Maintenant, il y a deux parties de l'histoire. Et c'est aussi ce qu'a dit Macron après quand il a nuancé son propos. Il y a eu des apports très intéressants qui ont été apportés avec... mais toujours notre conception d'occidentaux, parce que le problème c'est qu'on leur impose une vision qui est la nôtre, qui nous paraît idyllique, mais chez eux ça ne marche pas forcément. On ne peut pas donner un traitement à plusieurs personnes qui présentent les mêmes symptômes, leur donner le même traitement et leur dire ça ira pour tout le monde. C'est pas possible. C'est pas parce que la démocratie, par exemple, je parle pas du cas de l'Algérie, mais marche très bien chez nous, qu'on peut aller l'imposer partout dans le monde et que ça marchera de la même façon. Il faut le reconnaître et on l'a vu d'ailleurs dans des pays comme la Libye. Maintenant, ce que moi je dénonce dans la colonisation, c'est que quand on est parti et qu'on a laissé tout simplement les factures de ces grands chantiers qu'on a menés, comme les barrages qui visent à extraire les richesses de ces pays qu'on a colonisés, je trouve que c'est pas normal. Aujourd'hui, les pays africains nous payent toujours cet impôt colonial et sont dépendants pour un certain nombre d'entre eux de la France lorsqu'il s'agit de la création monétaire avec le franc CFA. Donc pour moi, effectivement, la période de colonisation n'est pas terminée et il est venu le temps d'engager une véritable réforme pour redonner à l'Afrique ce qui lui revient
quotidien de droit. Et je terminerai en disant une chose. La presse sénégalaise a félicité dans son édition d'il y a 2 mois mon programme en matière d'immigration. Puisque j'explique que moi je veux supprimer ces dettes qui sont illégitimes de manière contractuelle, en disant aux pays africains, on vous efface vos dettes, mais en contrepartie, on fixe ensemble des objectifs à atteindre en matière notamment de sécurité sociale, protection maladie, etc., pour vos concitoyens. Et à défaut, au lieu de nous rembourser ces sommes de manière mensuelle, on vous oblige de les injecter comme vous le souhaitez, tant que ces objectifs sont atteints. On n'est pas dans une approche colonialiste. Moi, j'ai un point particulier sur cette chose, Christophe, si vous permettez. En réalité, quand on parle de colonisation et de colonialisme, à mon sens, on ne doit pas se positionner en 2017 pour donner un avis sur ce qui s'est passé en gros entre 1700 et 1962. On doit s'installer, pour moi, humainement, idéologiquement, culturellement, politiquement, scientifiquement, au premier jour de la colonisation. Et pour dire pourquoi on colonise. Si on tombe d'accord sur le pourquoi on colonise, après on peut mettre tous les qualificatifs, mais on peut pas faire le chemin à l'envers. Et pourquoi on colonise? On colonise avec un prétexte et une vraie envie. Le prétexte, c'est d'aller aider des gens arriérés, comme le dit les éduquer, comme dit Monsieur Ferry, donc le créateur de l'école libre en France. C'est un devoir d'aller éduquer les autres et les civiliser. Et la deuxième, et en réalité, et c'est les Anglais qui ont raison, les Anglais disent on va pour prendre les richesses que nous n'avons pas chez nous. Et à partir du moment où vous prenez l'argument moral et l'argument économique réel, vous avez la position, et vous pouvez dire de la colonisation qu'elle est tout à la fois un crime contre l'humanité, et qu'elle est un crime de guerre, qu'elle est tout, parce que vous prenez à sa base. Et quand vous regardez les colonisations anglaises et les colonisations françaises, vous trouvez que ces théories sont appliquées, parce que les Anglais, quand ils arrivent dans un pays, ils trouvent une mine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne construisent l'autoroute contre la mine et le port pour tout prendre et renvoyer en Angleterre. Alors que les Français viennent nous habiller tout un cinéma et on dit, on fait la route pour la mine, mais on fait une école pour éduquer les enfants, on fait un hôpital pour autre. Donc on habille la colonisation. Et donc la colonisation doit être vue à chaque moment par rapport à ses raisons et non pas par rapport à ses conséquences. Et donc c'est bien un crime contre l'humanité. Je ne sais pas si ma démonstration vous va. Ismaël Boujakada, en tout cas, il est là avec nous, et vous pouvez aller voir donc son programme, 200 pages qui sont disponibles sur son site, www.ismaelboujakada.fr. L'application si Android sur votre téléphone pour la télécharger dans un instant. C'est un petit truc qui existe nulle part ailleurs sur la radio française et même peut-être même européenne. C'est la Libertad. On va accueillir les auditeurs. En Angleterre, ils ont ça. Ah bon. Bah alors en France, en tout cas, c'est sûr que ça n'existe pas. Et on prend nos auditeurs sans savoir qui ils sont. Sans filet. Sans savoir ce qu'ils vont nous dire. Le seul truc que l'on demande, c'est le prénom et la ville d'appel. Et après, ils ont le loisir de dire ce qu'ils veulent à partir du moment où ils respectent les règles de l'émission. Pas d'appel à la une, pas de diffamation, pas de tout ce qui va évidemment à l'encontre tout ce qui casse le vivre ensemble n'a pas sa place. Exactement, pour faire simple. À tout de suite. LGF, le grand forum, et c'est parti pour le moment Libertad sur France Maghreb 2. Vous allez pouvoir ainsi nous appeler pour nous dire ce que vous voulez. 01 40 33 9000, mais aussi vous pouvez utiliser 08 bien sûr pour accéder aussi à l'antenne. 01 40 33 9000. On a 5 minutes, pas une de plus. Alors on y va tout de suite sans plus tarder. Avec vos appels 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tarek, Kamel, Paris à l'appareil. Bonsoir Kamel. Je vais être un peu directif aujourd'hui, Kamel. Est-ce que vous auriez une ou deux questions à poser à notre jeune candidat, 21 ans, mais des questions à poser, pas de développement? Alors, pas de développement. La question est de savoir si on s'inscrit finalement dans cette histoire coloniale non dite, non assumée, et au travers ça, si ce candidat va militer pour dire les mots comme ils doivent être dits, pour que cette histoire non dite, non assumée qui a engendré toutes ces pathologies finalement dans notre société soit fermement combattue et dit comme ça doit être fait. J'attends sa réponse. Merci infiniment de m'avoir donné cette possibilité. Merci Kamel. Merci Kamel. Alors la question est claire. Alors Kamel, ouais, la question est très claire. Bien évidemment, je ne m'inscrirai pas dans ce chemin tout tracé
par les hommes et les femmes politiques de tous bords aujourd'hui, et je suis là pour employer des mots qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui malheureusement sont tabous, et sans aucune retenue, je le ferai. Très bien. Autre appel, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Kamel de Paris, rapidement. Même chose, une question, Kamel. Cette radio-là qui nous permet d'avoir ce minimum de... J'ai voulu parler d'un sujet très important. J'ai vu hier une vidéo sur Facebook. Kamel, une question à notre invité. Kamel, aujourd'hui, soit je te coupe. Aujourd'hui, c'est une question à notre invité, candidat à la présidentielle, qui s'appelle Ismaël, qui a 21 ans. Question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec question à propos du revenu universel. Ok, salut Kamel, tu comprends pas ce qu'on te dit, donc une question à poser. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et but d'appel. Et à votre candidat, c'était pour une question pour le candidat. Oui, on t'écoute, mon ami. Oui, j'aimerais savoir sa position sur les marabouts et les médiums, sur les radios. Ah oui, non mais la radio ne concerne pas, c'est moi qui réponds pour la radio. Oui, parce que celui-là, il n'arrête pas de m'enquiquiner depuis plusieurs jours. Non, il n'a pas d'avis. Ici, c'est moi le patron, comme dit l'autre. Maintenant, si vous voulez lui poser la question sur les marabouts dans la vie, libre à vous. Non mais ça fait plusieurs jours qu'il appelle pour savoir. Oui, oui, c'est vrai qu'en plus... Ah bah alors, il est là le patron, vas-y, pose-lui ta question, mon ami. Bah oui, j'aimerais savoir pourquoi il passe ces marabouts, ces charlatans. Non, je vous répondrai, je prendrai pas sur le ton de notre invité. C'est pas pour faire la question, mais on a 5 minutes pour que les gens posent la question à notre invité. Merci. Voilà, 01 40 33 9000. Non, il appelle tous les jours, hein, il est trop là. Ben, je lui répondrai. Ça le perturbe. Je l'appellerai. 01 40 33 9000 pour des questions. Si on a aussi du côté de Facebook, on y va, hein, ma chère Bouchra. Oui. Mais on laisse. Allez, il y a des appels. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Kada de Mascara. Oui. Là, je suis juste en vacances en France. Très bien. Ah, vous êtes de passage en France. On vous écoute à Mascara, on fait pas assez des Kada. Alors, on aimerait bien que ça dure un peu le forum. Ah ben, on va tirer les oreilles de Christophe pour qu'il commence plus tôt et termine plus tard. Mais tout ce qui est court est bon, paraît-il. Ben, je vous assure, on vous écoute presque tous les jours. On a un rendez-vous chez moi au magasin. Et on met internet et on reste alors faites la publicité à votre magasin. C'est quoi le nom du magasin? C'est quoi l'adresse? Et on y va. On vend que les légumes. Mais c'est pas grave, vous donnez l'adresse et on est heureux de savoir que dans ce magasin on écoute la radio. C'est en Algérie. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Merci, à bientôt. C'est gentil, merci. Il nous salue. En tout cas, on le salue. Et c'est vrai je sais qu'il y avait une réunion aussi du côté de Metz où des auditeurs se rejoignaient pour écouter la radio. Dans un café, oui, tous les jours. Dans un café. Allô, bonsoir. Allez, dernier. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Amar de Boulogne. Salut Amar, on t'écoute pour ta question. Ouais, je voulais juste te dire que t'es pas la seule radio en fait, Christophe, à donner la libertad comme qui m'a copié? Tu pourrais le croire. Qui m'a copié? Il y a une contrefaçon. Qui m'a copié? Non, personne t'a copié, mais en fait c'est une radio qui dure depuis très longtemps et pendant 2 heures, les auditeurs ils peuvent parler sur un thème ou des fois c'est pas de thématique et puis ils peuvent parler librement et donner leur avis librement, tout comme toi. Sans filtre, sans rien du tout. D'accord. En fait, Christophe vous pouvez lui faire de la publicité. C'est quoi cette radio? Vous pouvez la citer, lui faire de la publicité. Nous, on n'a pas de problème de ce côté-là. C'est quelle radio? Le nom de la radio. Bah, je vais vous le dire. C'est Radio Ici et Maintenant. Oui. Et c'est l'émission... je me rappelle plus ça à partir de 14h. Tu pourras écouter, c'est intéressant. D'accord. Bah super, on salue nos collègues d'ici maintenant. Il y a des auditeurs qui passent sur ton antenne à toi, qui passent chez eux aussi. On salue les auditeurs et les animateurs de cette radio. Et ici et maintenant, c'est terminé. Merci beaucoup, cher ami Ismaël. Bon courage. Merci à toi en tout cas. Ismaël, merci beaucoup, bonne route et bonne chance pour la suite. Alors, une dernière question. En sortant d'ici, vous allez faire quoi? Aller prendre un café, aller vous reposer ou aller vous replonger dans une réunion pour parler encore politique? Non, je vous cache pas que là j'ai fait un aller-retour pour venir vous voir. Donc là je vais aller me reposer un peu. S'il y a des personnes sur Paris, parce que j'ai pas mal de demandes qui veulent venir me retrouver à Châtelet-Les-Halles pour un café, avec grand plaisir. Vous savez dans quel café? Vous savez dans quel café c'est? Du côté de Rive Droite. Ah bah, voilà. C'est grand la Rive Droite. Non, Rive Droite, le café Rive Droite. C'est le nom du café. Ah voilà. Si vous voulez voir Ismaël. Voilà. Rive Droite, le café. Merci beaucoup Ismaël. Merci Bouchra, on te donne rendez-vous mercredi avec d'autres femmes pour une émission spéciale femmes. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Tarek Mami, merci. Vendredi prochain, le vendredi c'est Mami, comme le lundi c'est le Wati. Donc formidable. Le grand forum prend un petit peu de congé 2 jours et dans un instant Amar pour l'éphéméride, le sport, la télé et juste après parler islam. Merci à tous. Voici la
l'actualité, il est 18h, c'est Marine Garrel, bonsoir. Bonsoir à tous, le jeune Théo a été entendu ce matin au tribunal de Bobigny par le juge chargé de l'instruction de l'affaire de l'interpellation violente par les policiers le 2 février dernier à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. L'audition a duré toute la matinée. Thierry Solaire, qui avait organisé la primaire de la droite, a annoncé à son tour dans un tweet qu'il mettait fin à ses fonctions de porte-parole de François Fillon. Encore un nouveau désistement qui intervient au moment même où l'entourage d'Alain Juppé fait savoir que le maire de Bordeaux ne se défilera pas comme recours à l'élection présidentielle, mais à 2 conditions: que François Fillon se retire de lui-même et que Alain Juppé obtienne lui un soutien unanime des Républicains. Par ailleurs, il y aura finalement 2 manifestations dimanche à Paris. L'une au Trocadéro en soutien aux candidats de la droite, mais aussi une autre à République contre la corruption des élus. Et la France tiendra ses engagements sur l'accueil des demandeurs d'asile. C'est l'un des messages que Bernard Cazeneuve a fait passer aujourd'hui en Grèce. Le Premier ministre a rencontré une centaine de Syriens et d'Irakiens sélectionnés par la France dans le cadre du programme européen de relocalisation des couples et des enfants qui vont donc arriver dans l'ouest du pays d'ici la fin du mois. 400 personnes devraient ainsi arriver chaque mois d'ici la fin de l'année. Les chirurgiens dentistes en grève contre une réforme de leurs tarifs. Ils étaient appelés à fermer leur cabinet aujourd'hui pour se retrouver à Paris, non loin du ministère de la Santé. Leur objectif, empêcher la mise en place de tarifs moins avantageux pour la profession, un mois après l'échec des négociations avec la sécurité sociale. 2 syndicats qui représentent la moitié des hôtesses et des stewards d'Air France appellent à faire grève pendant 3 jours. Ce sera du 18 au 20 mars pour protester contre le projet Boost, une nouvelle compagnie long courrier à coût réduit. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.